J'espère que vous n'avez pas trop froid. Nous, on a un chauffage supplémentaire. On sait que vous allez nous envier pendant toute l'après-midi. L'entrepreneuriat, dynamique d'insertion et d'innovation pour l'université. Je suis Emmanuel Davidenkov, directeur de la rédaction de l'Étudiant, et je vais avoir le plaisir de vous accompagner pendant cet après-midi et ces 4e rencontres université-entreprise. D'un mot d'introduction, je suis vraiment très heureux d'animer cet après-midi parce qu'elle rencontre des convictions que nous portons fortement à l'Étudiant, à savoir la nécessité d'une meilleure articulation entre le monde de l'entreprise et celui de l'enseignement supérieur en général et de l'université en particulier. Le monde de l'entreprise, pour les diplômés de l'université qui ne choisissent pas la fonction publique, que ce soit par choix ou bien parce que les recrutements se raréfient, eh bien le monde de l'entreprise, c'est le monde du travail. Et puis pour les enseignants-chercheurs, c'est le monde de la recherche appliquée. Ce n'est pas forcément de la recherche fondamentale, encore que bien des recherches fondamentales aboutissent à des innovations en recherche appliquée. Et puis, on le voit chaque jour à travers l'actualité et à travers tant d'exemples dans le monde, l'université, c'est partout le creuset de l'innovation, le creuset du développement. Je suis également très heureux de le faire parce que le contexte est nouveau. Moi, je le vois quand je me promène en France sur nos salons, l'université est en mouvement. Alors évidemment, on ne va pas commencer par de la langue de bois. Il serait faux de dire que les tensions ou que les incompréhensions ont totalement disparu. Mais je crois qu'il serait encore plus faux de dire que l'université et l'entreprise demeurent des mondes étanches. Aujourd'hui, les partenariats sont nombreux et dans bien des cas, on va en témoigner cet après-midi, ils sont extrêmement féconds. Voilà pour ces quelques mots d'introduction. Le programme de cet après-midi, vous le savez, est extrêmement dense, avec un premier temps de témoignages sur le thème « Entreprendre après un parcours universitaire », et puis ensuite 2 tables rondes que je vous présenterai plus en détail. La première sur la diffusion de l'esprit d'entreprendre et l'entrepreneuriat au sein des universités, avec les organisateurs y ont été très attentifs et ont beaucoup insisté auprès de moi et des intervenants, un souci pratique, un souci boîte à outils, pour que tout cela puisse dès lundi vous servir aux uns et aux autres de manière très directe. Et puis une deuxième table ronde consacrée à l'innovation partenariale en matière de recherche. Et puis enfin Michel Pébreau, qui est présent dès le début de nos travaux et qui va nous suivre, Louis Vogel, le président de la conférence des présidents d'université, et Laurent Wauquiez viendront clore ces travaux. On m'a demandé de vous préciser qu'il ne fallait pas vous inquiéter, les navettes vous attendront à la fin. Donc vous pourrez rester écouter Laurent Wauquiez, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, sans craindre pour votre retour à Paris ce soir. Mais pour ouvrir cet après-midi, vous le savez, Laurence Parisot, présidente du MEDEF. Merci beaucoup Emmanuel et merci à vous tous de votre présence sous ce chapiteau effectivement surchauffé, mais pour un moment particulièrement important. C'est la 4e fois qu'après l'université d'été du MEDEF s'ouvre ainsi une rencontre entre universitaires, présidents d'université et chefs d'entreprise, mais c'est la première fois que celle-ci est ouverte aux participants de l'université d'été du MEDEF. C'est dire, c'est bien le signe que nous sommes en train de faire des progrès extraordinaires dans le rapprochement, dans un intérêt commun bien compris, dans une curiosité réciproque aussi, peut-être dans cet esprit de leadership et de générosité que nous exprimions dans notre plénière de clôture. Voilà des signaux tout à fait encourageants. Effectivement, les choses ont changé et moi j'ai en mémoire, certains d'entre vous étaient peut-être présents à Euro Disney il y a un peu moins de 2 ans quand nous avons signé une convention entre le MEDEF et la conférence des présidents d'université, convention qui installait un partenariat qui se veut durable et dans lequel il y avait et il y a un volet très important qui est comment développe-t-on l'entrepreneuriat, l'enseignement de l'entrepreneuriat, le goût pour l'entrepreneuriat au sein de l'université. Cela fait maintenant longtemps que nous travaillons à différents niveaux, au niveau local, au niveau national. C'est d'abord quelques aventuriers de l'université et de l'entreprise qui réfléchissent ensemble. Et puis, d'une manière
construite, notamment dans les phases préparatoires des grands textes législatifs. Et je voudrais dire à cette occasion merci à tous ceux qui ont contribué à la loi sur l'autonomie et merci à Patrick Hetzel d'être présent avec nous aujourd'hui. Son rôle a été tout à fait décisif. Je crois que Louis Vogel n'est pas encore là, je ne l'ai pas vu, mais je pense qu'il faut qu'on le salue aussi. Et je réserve un mot spécial pour Michel Pébreau. Michel est évidemment très connu pour d'autres fonctions qui attirent l'attention particulière de l'actualité en ce moment, ou certains de ses rapports. Mais on ne dira jamais assez à quel point c'est bien sous l'égide de Michel Pébreau que le MEDEF s'est engagé dans ce rapprochement avec l'université. Alors je ne vais pas faire de longs discours, d'abord parce que vous avez envie de rentrer vite dans le débat, parce que moi ça fait 3 jours que j'anime des séances, des ateliers de 6 h du matin jusqu'à 23 h, donc je vais vous laisser. Mais je voudrais vraiment qu'on continue à avancer étape par étape d'une manière très concrète, très pratique, pour passer à autre chose pour notre pays, au service, comme vous l'avez très justement dit, de l'innovation, de la création et au total donc de la croissance. Alors merci à l'engagement de chacun et bons travaux, à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Je vais peut-être vous proposer de vous décaler, sinon on aura le sentiment pendant toute l'après-midi que Laurence Parisot est absente. Merci beaucoup. 3 témoignages pour lancer cette rencontre, des témoignages tout simplement pour donner à savoir et puis peut-être aussi pour donner à ressentir, parce qu'à travers la vie des personnes, à travers l'incarnation, il y a aussi plus que de l'information qui réussit à passer autour de ce thème, entreprendre après un parcours universitaire. Ces 3 témoignages vous seront proposés par ordre d'apparition. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Par ordre d'apparition à l'écran par Marie-Valérie Moreno, qui est à mes côtés, cofondatrice et directrice de R&D Bioparom. Vous nous direz en quelques mots de quoi il s'agit. C'est une entreprise du secteur du matériel médical et du diagnostic. Et vous avez été initialement formé à l'Université technologique de Compiègne. Je dirai 2 mots sur votre parcours en vous passant la parole. Frédéric Girard, chef d'entreprise, PDG et cofondateur de Spinovation Analytical, c'est pas pour faire de l'anglais, c'est que l'entreprise est installée aux Pays-Bas et qu'elle porte donc un nom anglais, c'est une entreprise internationale, mais c'est bien en France que vous aviez passé votre doctorat. Et ensuite, vous avez fait quelques petits voyages, on va en parler aussi, parce que ça compte énormément dans la formation d'un chercheur. Enfin, Hugues Arnaud Mayer, également chef d'entreprise, chercheur de formation, docteur en pharmacie, et donc créateur d'entreprise et président de la commission enseignement supérieur, innovation et nouveau business du MEDEF. Marie-Valérie Moreno, ingénieure et docteur dans le domaine du génie biomédical, dans une université qui depuis très longtemps a tissé des liens avec le monde de l'entreprise, l'université technologique de Compiègne, qui est un peu une université à part pour ceux qui ne connaîtraient pas tout le paysage universitaire français, mais c'est une université à part entière. Et vous avez commencé un doctorat, vous avez même enseigné, vous avez été attaché temporaire à l'enseignement et à la recherche, ce qu'on appelle les ATER, pendant 2 ans. Enfin, en gros, vous étiez en train de suivre le cursus qui mène directement à la recherche. Aujourd'hui, vous dirigez une entreprise. Pourtant, il a fallu un hasard. Hein. Oui, il a fallu que vous vous décidiez enfin à pousser la porte d'un module qu'on vous proposait. Voilà, c'est ça. Oui, moi j'étais destinée tout sauf à monter une entreprise avec un milieu plutôt extrême gauche, etc. Donc très anti-entreprise, très anti-capitaliste. Et puis un jour, en effet, dans l'UTC, donc il y a des modules de création d'entreprise et même un module de découverte. Déjà, il fallait commencer par là. Découverte de milieu d'entreprise. Et là, j'ai entendu des témoignages de chefs d'entreprise, de créateurs ou de repreneurs, de peu importe. Et je me suis dit, finalement, c'est pas du tout ce que je croyais. Ça peut être humain, ça peut être... Enfin, voilà. Enfin, c'était le début, on va dire, d'une grande découverte.
de tout un monde que je ne connaissais pas du tout, qui pourtant est le monde majoritaire sûrement, mais c'est le monde de l'entreprise et moi je ne suis pas du tout issue de cette culture-là et je ne connaissais pas. Alors comment on passe de cette enfance et de cette jeunesse avec une vision pour le moins méfiante, voire défiante vis-à-vis de l'entreprise, ce module découverte de l'entreprise, ça ne suffit pas quand même pour décider de créer une entreprise et surtout pour réussir cette création d'entreprise. Qu'est-ce qui, dans votre parcours universitaire, vous sert aujourd'hui? Comment vous faites jouer justement ces fameuses passerelles entre la formation universitaire, la formation à la recherche et ce travail de chef d'entreprise? Enfin, il y a deux choses. Il y a déjà tout un parcours mental, on va dire, de passer de simplement j'ai une idée de produit pour le milieu, pour le patient, et puis je crée une boîte qui vend ce produit-là. Donc c'est par un cheminement multiple avec donc des rencontres et puis une découverte aussi du milieu de la recherche qui n'était peut-être pas tout à fait ce que je pensais. Et puis aussi une petite frustration justement de rédiger beaucoup de papiers scientifiques et puis de voir que ce que moi je faisais en génie biomètre, qui est une activité de recherche appliquée, allait jamais se transformer en une solution pour des patients. Donc il y a eu cette envie-là aussi au fur et à mesure. Quel est le premier produit auquel vous avez pensé, celui à partir duquel vous avez construit votre projet d'entreprise? C'est un produit qui permet de suivre, on va dire, au global l'état de santé des gens, que ce soit des problèmes insuffisants. Enfin bon, on ne peut pas rentrer dans le détail, mais bon, l'état de santé, voilà, au sens large. Et puis peut-être avec l'âge, le fait de mûrir un peu pendant la thèse, c'est là que je me suis dit aussi que peut-être à force de rester à côté du système et de combattre le système, je ne faisais pas finalement avancer les choses, même dans le sens où je voudrais que ça aille. Donc je me suis dit, mais si je rentrais dans le système et que j'essayais à mon tout petit niveau, enfin à mon petit grain de sable à moi, de faire évoluer et de monter une boîte qui serait peut-être pas tout à fait justement comme d'autres entreprises, mais une entreprise un peu plus humaniste, ou en tout cas, où je me trahirais pas, mais qui par contre, qui génère de l'argent, qui crée de l'emploi, etc. Enfin, une vraie entreprise, quoi. Qu'est-ce qui, dans votre formation de chercheur, vous sert non pas pour l'aspect scientifique de votre travail, mais comme manager, comme patronne? Alors manager, justement, c'est un petit peu le petit point négatif, je pense. Mais par contre, dans les points positifs, je pense que c'est la capacité d'adaptation, parce que ça, il en a besoin en permanence, de s'adapter à tout ce qui se passe. Et c'est tous les jours à longueur de journée. Une capacité aussi de structurer le cerveau pour analyser et résoudre un problème. Ça paraît évident, mais je pense que ça je l'ai vraiment appris au fur et à mesure de la formation, que ce soit d'ingénieur ou de docteur. Se projeter dans l'avenir aussi. Parce qu'une thèse, c'est 3 ans et demi. Donc, quand on démarre, on sait qu'on n'est pas... on part pas dans 6 mois. On fait un plan stratégique d'entrée de jeu. On se projette. Et dans la boîte, c'est pareil, il faut la projeter. Et pas qu'à 3 ans, d'ailleurs. Donc, voilà. Et puis, une capacité à pousser les portes. Et je crois que, surtout à l'UTC, c'est un truc qu'on nous transmet bien en ingé. Vous vous débrouillez, vous poussez les portes, vous allez chercher les ressources. Et il faut... Et ça, c'est un atout, je pense, quand on arrive qu'on n'a rien. Et qu'il faut aller pousser des portes, trouver les ressources, trouver les bonnes personnes, se faire conseiller, faire mon tout, quoi. Avant de passer la parole à Frédéric Girard, peut-être une dernière question, à la fois pour les personnes ici qui travaillent dans le monde de l'entreprise ou celles qui sont du côté de l'enseignement supérieur, si vous aviez de votre expérience à tirer juste une idée, un dispositif, quelque chose, pas forcément de très compliqué à mettre en place, mais qui par exemple vous aurait aidé ou qui vous a aidé effectivement. Finalement, moi, ce qui m'a déclenché, c'est le fait de découvrir le monde de l'entreprise que j'avais esquivé tout au long de ma scolarité, en faisant plein de stages en laboratoire universitaire, en essayant d'esquiver tous les modules, etc. Donc, finalement, s'il y avait un stage, si un doctorant pouvait faire un petit stage dans une entreprise, parce qu'il y a les chiffres, mais les chiffres, c'est déjà une volonté du doctorant de faire une cifre. Alors, les chiffres qui sont des conventions dont on parlera d'ailleurs tout à l'heure avec Clarisse Angelier qui va nous les présenter. Alors que, si on... Quelque chose de plus léger que le CIF, parce que le CIF, c'est très engageant. Oui, léger, mais quelques semaines déjà, pendant mon début de thèse dans une boîte, j'aurais découvert finalement qu'il y avait plein de gens normaux dedans, etc. Donc je pense que j'aurais déclenché plus vite si j'avais pu faire un petit stage. Et puis l'entreprise découvrirait le doctorant, parce que le docteur en France, on n'est pas encore forcément hyper reconnu. Donc dans un sens comme dans l'autre, ce serait bénéfique, un petit stage en doctorat, ça pourrait pas... Comme on fait en ingé, on a 2 fois 6 mois quand même. Et donc un petit effort de communication du ministère, Patrick Hetzel, sur ce que c'est que d'être docteur, pour que ça devienne aussi beau que d'être PhD quand on est PhD aux États-Unis. Merci beaucoup Marie-Valérie Moreno. Je vais commencer par faire
des choses qu'on ne m'a pas demandé de faire, mais on n'a pas prévu de temps d'échange après ce témoignage. Mais s'il y a vraiment une question qui vous brûle les lèvres, vous me faites remonter un petit papier. C'est un peu... Enfin bon, vous le faites passer et je me ferai votre interprète. Frédéric Girard, PhD, puisqu'on en parlait, vous avez un PhD, vous êtes docteur en chimie organique, aujourd'hui PDG et cofondateur donc, de Spinovation Analyticals, qui est une entreprise installée aux Pays-Bas. Vous avez fait 3 années de postdoc en Suède, puis aux Pays-Bas, avant de créer cette entreprise dont vous êtes aujourd'hui le responsable et qui est une entreprise spécialisée dans le service aux industries pharmaceutiques, agroalimentaires et chimiques. Alors, même question au fond qu'à Valérie Moreno, comment ce virus de l'entrepreneuriat vous a saisi? Est-ce que c'est plutôt vos études? Est-ce que c'est ce qu'on fait en recherche? Marie-Valérie Moreno a montré que déjà dans l'activité du chercheur, il y avait des choses qui pouvaient prédisposer ensuite à des activités entrepreneuriales. Est-ce que c'est le fait d'avoir été en mobilité, d'avoir pu voir d'autres paysages en Suède, aux Pays-Bas? Comment tout cela a-t-il fonctionné? Oui, je pense que c'est un petit peu un parcours personnel, plus des opportunités en fait, qui s'ajoutent les unes aux autres. Pour moi, personnellement, par la force des choses, c'était trouver un travail. D'abord, et des fois, c'est plus facile de créer sa propre entreprise et s'assumer soi-même que d'essayer de chercher un travail. En étant dans un pays où je ne parlais pas encore la langue, c'était plus facile, en fait, peut-être d'avoir cette démarche. D'un autre côté, c'est aussi les opportunités créées par, je dirais, les politiques en Hollande, de dire que la création d'entreprises, l'innovation doit venir des universités, et donc de stimuler en fait au niveau de groupes de recherche d'universités, en fait, de stimuler les professeurs pour pousser leurs étudiants à prendre le pas, quoi, d'essayer. C'est parmi les principales choses qui ont déclenché pour moi. Et puis le fait de voir des collègues qui essayaient, qui s'assumaient, et de voir que bon, c'est peut-être difficile, mais ça prend l'entrepreneuriat, ça amène aussi plein de joie. Peut-être ça peut arriver, mais je veux dire, c'est plus avoir un petit peu pas la rage, mais l'envie de réussir, de faire quelque chose de différent, de pas être un employé, quoi, et d'être indépendant. Frédéric Girard, on n'a pas toujours en France une bonne image de nos propres universités. Il y a régulièrement des classements internationaux qui sortent et à l'occasion desquels on dit que ça ne va pas très bien. Mais pourtant, vous qui avez pu mesurer ce qu'une formation dans une université française vous avez apporté comme chercheur, quand vous avez été en Suède, quand vous avez été aux Pays-Bas, quand vous êtes aux Pays-Bas puisque vous y êtes, il y a des atouts quand même. Pour moi, pour l'aspect prédoctoral, en fait, je pense que la formation, j'ai pas de problème. Il y a dans toutes les universités, il y a des spécialités qui sont mieux développées que d'autres. Après, enfin, on tient la rampe au niveau international, c'est ça? Il faut se le dire quand même. Le souci, c'est à mon avis, on a un niveau international, effectivement, mais je pense qu'on n'est pas ridicule, c'est pas le problème. Après, pour la création d'entreprise, quand c'est lié à ça, la formation, c'est lié à la personnalité, je pense, plus qu'à la formation. C'est qu'on ait un MBA ou un PhD, on peut être bon ou mauvais. C'est pas le diplôme, c'est le parcours et la volonté qu'on a, en fait. Est-ce que vous avez l'impression, à travers cette expérience internationale, qu'il y a des exemples, des pratiques aux Pays-Bas ou en Suède, plutôt aux Pays-Bas, dont on serait peut-être bien inspiré justement de s'inspirer? La différence, c'est beaucoup la prise de responsabilité et l'indépendance des étudiants très très tôt. Bon, il y a un problème en France, on a énormément d'étudiants, donc c'est difficile de laisser les étudiants courir à droite à gauche et se former eux-mêmes. Et c'est ce qui se passe à l'étranger, où moi j'ai vu des étudiants qui sont responsables pour leur propre cursus, qui doivent étudier pour enseigner un thème ou à leurs collègues. Donc c'est une des premières façons de faire, c'est d'être indépendant vis-à-vis des professeurs, plus l'interaction avec les professeurs. Et l'autre point qui est l'aspect peut-être hiérarchique, où dans des sociétés nordiques, la construction en fait, de la société est beaucoup plus plate au niveau des responsabilités. Donc l'âge n'est pas un handicap. À partir du moment où on a une bonne idée, c'est pas un problème d'avoir 22 ans, personne va vous poser un problème là-dessus. Et en France, je pense que ça peut générer problème, spécialement si on est à la recherche de crédit. Même question qu'à Valérie Moreno, à travers votre expérience, voilà, des idées concrètes, pas forcément des grandes théories, mais des choses qui peuvent être éventuellement mises en place aujourd'hui pour améliorer les choses.
Pour moi, c'est plus mettre des outils assez flexibles, disponibles, donc de former des gens, peut-être dans les universités, pour qu'ils amènent l'information, comment on peut créer une entreprise à partir simplement d'une idée et quelles sont les étapes de base. Et ensuite, avoir une sorte une mise de fonds en fait disponible, mais qui ne soit pas trop formatée, parce qu'on cherche énormément dans des pays. Quand vous dites mise de fonds, vous entendez mise de fonds ou... Oui, il faut pas se leurrer, il faut un petit peu d'argent pour faire quelque chose, que ce soit pour aider à écrire un business plan, pour former les gens à un certain niveau. Il n'y a pas à former les gens qui ne vont pas créer des entreprises. En Hollande, il y a beaucoup de cas où les gens ont une idée, ils sont à l'université, ils font leur thèse, et ensuite, ils ne sont pas formés, ils n'ont pas un MBA. Donc on va les prendre en charge pendant plusieurs semaines ou au cours d'une année pour les former, pour écrire correctement leur business plan, pour les orienter au niveau marketing, des choses qu'ils n'ont pas au départ. Donc ils peuvent commencer comme ça. Et c'est intégré au système universitaire? On informe les universités, on n'a pas besoin de l'intégrer, formaté dans l'université. Il faut le rendre accessible et informé et mettre un petit peu d'argent disponible, aussi du cash pour remplir certaines activités pour lesquelles on doit payer des consultants et autres qui vont aider. Merci beaucoup. Frédéric Girard, on va clore ce premier tour de table, cette série de témoignages. On commence à voir d'ailleurs les recoupements avec Hugues Arnaud Mayer, donc chef d'entreprise, mais chercheur de formation, docteur en pharmacie et président de la commission enseignement supérieur, innovation et nouveau business du MEDEF. Voilà, même question qu'aux autres sur votre parcours. Est-ce que c'était une évidence, un projet? Comment ça s'est passé, l'étincelle, l'idée de créer une entreprise après un doctorat? D'abord, ce n'est jamais une évidence que de créer une entreprise après des études supérieures, parce que plus on devient spécialiste dans ses études supérieures, et quelque part, moins on devient ouvert sur le monde. On devient le leader mondial d'un micro-segment, alors que l'entreprise, c'est précisément d'être un généraliste de segments plus larges. Donc, on a eu des débats avec Mme Pécresse sur le sujet, par exemple, et moi, je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas évident de faire, par exemple, des chercheurs entrepreneurs. C'est rarissime, parce qu'on n'a pas le même ADN et parce qu'on n'a pas le même cycle temporel. Le chercheur, il est quand même orienté vers le long terme et il se rapproche quelquefois vers le court terme, alors que l'entrepreneur, notamment patron de PME surtout, patron de grands groupes, sont des gens qui sont orientés très long terme, mais le patron de PME, il est très court terme et il va vers le long terme. Donc on est sur des flux contradictoires. Et donc c'est difficile pour un chercheur de devenir patron d'entreprise, en particulier parce que entre le spécialiste de l'évolution de la connaissance, on fait acter ça par des brevets, on va vers l'entreprise, mais s'il manque derrière l'accès au marché, ça sert à quoi d'avoir des superbes brevets dont on n'arrivera pas à vendre quoi que ce soit? Je rappelle que le CNRS, dès lors où le célèbre brevet sur l'anticancéreux de notre regretté professeur Potier va cesser de porter ses fruits, les revenus des brevets CNRS seront beaucoup plus faibles qu'ils ne l'étaient dans le passé. Donc moi, je ne crois pas à cette évidence-là. Et donc, moi, ma théorie est très simple, c'est la théorie de l'équipe. On doit absolument être en équipe et marier des gens différents ensemble. Ça peut être d'écoles de commerce comme ici. Alors moi, j'ai eu la chance d'être docteur effectivement d'université et en même temps d'être venu faire un MBA ici. Bon. Donc ici, ça veut dire HEC. Hein. Oui, tout à fait. Oui, juste à côté. Ici, il y a de l'herbe d'habitude ici. Donc bon. Mais globalement, et après, j'ai eu un parcours différent comme consultant, etc. Et je me suis rendu compte que j'ai eu des gros échecs aussi en tant qu'entrepreneur. Et chacun le sait. Notamment parce que j'étais trop seul dans ce que je faisais. Et j'en ai tiré toutes les conséquences, même philosophiques, sur le fait qu'on doit être forcément en équipe. Et quand je regarde ce que j'ai fait par ailleurs dans Nozoco.tech, qui est un très très joli labo à Lyon, donc au sein de Claude Bernard, qui a été créé sous le mode des lois 99, loi Allègre, permettant de créer des entreprises avec des capitaux privés, avec des chercheurs et des universitaires, en l'occurrence là dans le monde effectivement de la pharmacie et de la médecine. Tous les membres, tous les actionnaires sont forcément des docteurs ou des chercheurs, ou l'ont été. Encore quand on est docteur, on le reste assez longtemps. Et avec un business model qui est simple, on vend en fait de la recherche à d'autres. Mais simplement, moi ce que je constate, c'est que pourquoi est-ce qu'on doit se mélanger? Là, je suis associé avec des profs ça fait maintenant 7 ans que ça dure, et maintenant,
que j'y passe plus de temps. On est en train de retrouver une croissance importante. Avec des profs de fac, avec des chercheurs, avec des gens qui vivent... alors que certes, d'abord, ayant vécu dans ce monde-là, j'ai pu les trouver et j'ai pu être identifié par eux comme quelqu'un d'honnête. Parce que certains étaient membres, par exemple, du collectif sur la recherche et disaient « mais toi, tu es un voleur, tu es au MEDEF, etc. » J'ai dit « non ». Et après, maintenant, ils sont eux-mêmes devenus actionnaires et entrepreneurs. Ils ont compris que l'entreprise a un certain nombre de règles à respecter. Alors, on s'est rendu compte... Il y a des membres de Sauvons la Recherche qui sont actionnaires chez vous. Oui, non, mais oui, bien sûr, et qui sont membres, qui sont actionnaires. Ce sont les journalistes de l'Étudiant, mais on n'a pas publié ça. Il faudrait. J'ai encore une petite question. Je rebondis sur ce que vous dites quand même, parce que finalement, ça n'a pas été dit, qui est un point tout bête. Mais vous parlez des hommes, vous parlez des relations, et justement là, vous parlez y compris de rencontres un peu inattendues. Le fait d'être venu soi-même de l'université, est-ce que ça, notamment dans vos domaines d'ailleurs, ça facilite quand même la vie de connaître les structures, de savoir à qui s'adresser, d'avoir des collègues dans un métier où il faut en permanence être à la pointe de l'innovation, de la recherche? Moi, ce qui m'a servi en ayant passé quelques années comme chercheur et comme jeune enseignant à la fac de pharmacie, c'était que quand je suis revenu plus de 10 ans après vers l'université, donc c'était en 2003, j'ai été considéré toujours comme un des leurs. Même si j'avais passé un sacré temps dans les cabinets de conseil, dans des prestigieux à Paris ou d'autres pays, etc. Mais j'étais toujours docteur. J'ai publié pas grand-chose avant de partir, ici à HEC. D'ailleurs, j'ai publié alors que la publication est sortie, alors j'étais déjà ici, vous voyez, donc c'est pour ça que je n'ai pas publié grand-chose, mais j'étais un des leurs. Donc du coup, quand j'aurais écouté, et si on mettait quelque chose ensemble, et si l'évidence a été qu'on crée une entreprise ensemble à la fac, grâce aux lois qui existent en France, qui sont des lois merveilleuses, il faut s'en servir un peu plus, et on s'est compris que eux, tout seuls, n'y arriveraient pas, moi tout seul, j'ai plus assez de background scientifique, et ensemble, il est arrivé, parce qu'on est complémentaires, parce qu'on crée de la vraie transversalité, notamment les entrepreneurs qui viennent de l'extérieur, qui s'associent, ou des jeunes étudiants, par exemple, d'ici, d'écoles de commerce ou d'ailleurs, qui s'associent avec des chercheurs purement scientifiques. Eh bien, bizarrement, c'est celui qui vient de l'extérieur qui est le plus impertinent. Impertinent pour bouleverser des marchés, il faut un peu plus de rupture dans l'innovation. Et c'est bizarrement, par exemple, moi, qui suis plus impertinent que les profs de fac, pour dire, et si on poussait plus loin, je dirais, le projet, et là, pour être fidèle moi, à ce que mon maître me disait, qui était un ancien président de la République, qui je crois est le maître d'autres personnes dans la salle, c'est le président Giscard d'Estaing, qui me disait toujours, grande ambition, grand projet. Il ne faut pas penser petit. Or souvent, les chercheurs universitaires, contraints par des contraintes budgétaires de toute nature, pensent trop petit. Alors le fait qu'ils aient eu parfois des impulsions venant de l'extérieur leur permettent de penser très grand. On a des projets, vous n'imaginez pas, on a seulement un projet qu'on est en train de lancer, on veut bouleverser simplement la phylogénèse, je dirais, du monde du vivant. C'est très prétentieux, précisément pour donner... J'aurais dit ambitieux, mais bon. Non, mais c'est prétentieux, parce que là, ça va un peu trop loin. Non, mais bien sûr. Bon, mais ça se veut volontairement prétentieux pour être vraiment ambitieux. Dernier point, c'est qu'il faut aussi qu'il y ait plus de résonance entre les structures universitaires, les jeunes chercheurs eux-mêmes et les entrepreneurs qui les accompagnent ou qui sont avec eux. L'exemple qui était ici même, qui était du docteur Picard, je connais bien Lausanne, il y a un véritable modèle économique autour de ce que fait le docteur Picard. L'université de Lausanne, enfin, en l'occurrence l'école polytechnique de Lausanne, elle est au service de ce genre de projet. On s'est inspiré pour les pôles de collectivité, il y a eu une inspiration de certains pôles en Hollande ou en Suisse par exemple, où les gens ont compris que c'est en faisant de la création de valeur qu'on peut créer de la valeur qui ensuite est remise au pot de l'université. Merci beaucoup Hugues Arnaud Mayer, merci aussi à Valérie Moreno et Frédéric Girard. On peut peut-être vous remercier collectivement merci pour vos témoignages. Non, c'est pas grave. Rebondissez, mais rapidement. Un rebond, c'est rapide. Pour dire en fait que c'est vrai que moi je me suis associée à quelqu'un, on est parti à deux, et je pense que j'aurais jamais réussi. De par mon profil justement. Par contre, en effet, je projette la boîte dans l'avenir, et lui, il est plus dans le présent. Et après, on avance ensemble, mais on est complémentaires. La juste distance finalement. Voilà, mais seul, je pense que ça n'aurait pas fonctionné, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Vous allez rejoindre la salle. Je vais demander pendant ce temps aux participants de la première table ronde de
nous rejoindre sur cette estrade. Michel Peybraud, je peux abuser de votre présence. On a prévu que vous parleriez à la fin, mais vous pouvez être le grand témoin de cette table ronde, hein, ça ne vous ennuie pas? Volontiers. Bon, parce que je suis sûr que tout ça vous a inspiré quand même des choses. Oui, absolument. Premièrement, 3 formidables expériences. Et je crois que c'est toujours utile en matière d'entreprise. Il n'y a pas de théorie, il n'y a que de la pratique. 2 réflexions à partir de ces expériences. La première, la réforme des universités, qui doit beaucoup à Patrick Hetzel, qui est en train de nous rejoindre. La réforme des universités répond très exactement à l'une des problématiques qui a été mentionnée par les 3 participants, c'est-à-dire la réforme des universités doit conduire à avoir des campus pluridisciplinaires au lieu et place de campus comme celui-ci qui est un campus uniquement management. Et l'idée que sur les campus, les étudiants se rencontrent entre des chercheurs, en effet des scientifiques par exemple, et des gens du business, signifie que ça peut être le point de départ, comme ça a été expliqué par Hugues Arnaud, qui lui a fait ça, si je puis dire, en sa seule personne. Il a fait les 2 écoles, n'est-ce pas? C'est encore mieux d'avoir un couple qui s'organise et qui fait démarrer une entreprise. Voilà. Ma deuxième observation était, en ce qui concerne la création d'entreprises, il y a les entreprises individuelles et il y a la création des entreprises dans les entreprises existantes. Les petites et moyennes qui ont besoin de créateurs d'entreprises aux côtés du chef d'entreprise, pour sa succession notamment, et puis les grandes, et même des grandes comme BNP Paribas. Nous avons un certain nombre de jeunes qui ont créé des entreprises à l'intérieur du groupe, parce que l'entreprise, la grande entreprise, sert en quelque sorte de capitaliste pour le créateur d'entreprise. Voilà. Merci Michel Peybraud. Pendant ce temps, les participants à notre première table ronde se sont installés et je les en remercie. Titre de cette table ronde, la diffusion de l'esprit d'entreprendre et l'entrepreneuriat au sein des universités, mode d'emploi. On m'a suggéré d'insister sur la distinction, la complémentarité à tout le moins entre la notion d'entrepreneuriat et l'esprit d'entreprendre. On n'est pas obligé forcément de créer des entreprises, de devenir chef d'entreprise pour avoir l'esprit d'entreprise. Alors évidemment, l'enjeu, il a été rappelé pendant la première séquence de témoignages, il a été rappelé par Laurence Parisot, Michel Peybraud vient finalement de l'évoquer aussi, c'est toute la place dans notre économie des entrepreneurs, des inventeurs, des créateurs et puis aussi des producteurs, parce qu'à un moment, il faut que tout cela se concrétise. Conviction des organisateurs, en tout cas de cette journée, étant que la France a besoin de davantage justement d'entrepreneurs capables d'innover. Alors quel peut être là-dedans le rôle des universités qui se sont construites historiquement, avant tout comme des lieux de formation académique, des lieux évidemment producteurs de savoir et des lieux de formation académique? Est-ce que l'ouverture des universités à la professionnalisation, est-ce que leur rôle dans la recherche peuvent s'étendre à la formation et à la promotion chez les jeunes étudiants de l'esprit d'entreprendre? Pour en débattre, 5 intervenants. Patrick Hetzel, directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est ce fameux IP de insertion professionnelle, est un effet direct de la loi LRU, la loi Liberté et Responsabilité des universités, qui, vous le savez, a confié à côté d'enseignement et recherche, insertion professionnelle comme 3e pilier, comme 3e mission des universités. Clarisse Angelier est à vos côtés. On a mentionné tout à l'heure les contrats CIFRE. J'avais prévu de vous faire intervenir dans la 2e table ronde, mais vous pouvez rester parmi nous. On a plaisir à vous accueillir, et puis si on reparle des chiffres comme ça, on vous donnera la parole. L'Agence nationale de la recherche et de la technologie. Jean-Pierre Boissin, chargé de mission, de la mission du pôle entrepreneuriat étudiant par à l'époque Valérie Pécresse, disons par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous êtes toujours chargé de cette mission, désormais le ministre est Laurent Wauquiez, et par Hervé Novelli. À vos côtés, Antje Paul, qui est universitaire, qui vient d'Allemagne et qui est en charge d'un programme allemand. On va avoir une fenêtre européenne de la sorte, et qui est un programme qui s'appelle Exist. Pierre Loire, président du réseau des IAE, les instituts d'administration des entreprises. Quand on parle professionnalisation ou lien avec les universités, il ne faut pas oublier que les IAE, c'est l'université, les IUT, il y a un U, c'est facile, c'est également les universités. On peut ajouter que beaucoup d'IEP, d'instituts d'études politiques, sont rattachés à des universités. Enfin voilà, l'université, dans sa globalité, est déjà, et depuis bien longtemps, riche et polysémique. Enfin, dans le rôle Charles Beigbeder, qui vous était annoncé, a dû
n'a pas pu assister à cet après-midi, et au pied levé, Pierre Fonlup a accepté de le remplacer, et notamment pour présenter les résultats concernant les questions d'éducation du livre blanc du MEDEF. Ce sera une exclusivité de cet après-midi. Patrick Hetzel, je vais vous donner la parole en ouverture pour présenter, Laurence Parisot y a fait référence, ce référentiel entrepreneuriat qui était inscrit dans l'accord cadre entre le MEDEF et les ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'éducation nationale, un référentiel qui a été repris également dans la convention MEDEF-CPU. Alors, en quelques minutes, puisqu'on va essayer de faire vivre le débat, et si on a beaucoup de chance de vous laisser le temps de poser des questions tout à l'heure, enfin beaucoup de chance, c'est pas de la chance, si vous y mettez du vôtre, Patrick. Merci beaucoup, Emmanuel Davidenkoff. Si vous le permettez, je crois que c'est important de replacer ça effectivement en perspective et de considérer que le travail qui est en train de se faire et qui a débuté, Laurence Parisot le rappelait tout à l'heure maintenant depuis quelques années, nous avons à faire en sorte que nous ayons un certain nombre d'évolutions culturelles dans notre pays et que très clairement la question de l'entrepreneuriat ne soit plus considérée comme quelque chose d'extérieur à nos jeunes, et d'ailleurs au-delà même du strict milieu universitaire. Et de faire en sorte que, quand on est jeune, lorsqu'à un moment donné on veut s'insérer dans notre société, cette insertion, elle passe évidemment par l'emploi, mais l'emploi, ce n'est pas simplement quelque chose qui préexisterait, l'emploi, c'est aussi quelque chose que le jeune lui-même peut contribuer à créer. Et je crois que c'est un point que l'on retrouve dans un certain nombre de pays étrangers et qui n'a sans doute pas encore été suffisamment développé dans notre pays. Et donc, partant de ce constat, il est clair que la mission d'insertion professionnelle qui est celle des établissements d'enseignement supérieur, cette mission, elle repose sur une facette de levier. Et l'un de ces leviers, tout naturellement, c'est aussi l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que pour moi, l'entrepreneuriat est en quelque sorte une évidence. Et donc le travail que nous avons à poursuivre, et d'ailleurs je pense que les autres intervenants vont également insister là-dessus, c'est de faire en sorte que, à cet égard, il n'y ait pas de différence entre ce qui se fait en France et ce qui peut se faire dans un certain nombre d'autres pays. Et d'ailleurs, l'exemple de l'Allemagne à cet égard est également extrêmement intéressant. Alors, venons-en très concrètement à ce qui a été mis en place au cours de ces derniers temps. Tout d'abord, l'objectif, c'est de sensibiliser et de former les étudiants à l'entrepreneuriat. Et donc, tous les établissements d'enseignement supérieur ont été appelés à mettre en place et diffuser les référents entrepreneuriat dont Jean-Pierre Boissin assure la coordination au niveau national. Donc aujourd'hui, très clairement, ça représente 300 établissements d'enseignement supérieur, dont 71 universités sur les 83, qui ont d'ores et déjà un référent entrepreneuriat. Donc il y a une personne qui est identifiée pour porter le sujet à l'intérieur de l'établissement. Alors ce référent renseigne évidemment les étudiants sur l'offre de formation et d'accompagnement, développe lui-même des partenariats avec les réseaux associatifs. D'ailleurs, je note, j'ai pu constater que dans la salle sont présents beaucoup de responsables qui travaillent aujourd'hui en partenariat avec les universités pour diffuser la culture entrepreneuriale dans chacune des universités et des écoles concernées. Alors, le ministère a labellisé depuis l'année dernière, depuis le mois d'octobre 2010, 20 pôles d'entrepreneuriat étudiant qui couvrent les principaux campus universitaires, mais ça, je laisse le soin à Jean-Pierre Boissin d'y revenir. Nous avons, il y a 6 mois, mis en place, en relation justement avec le MEDEF et dans le prolongement de la convention qui a été signée avec le MEDEF en juillet 2010, un travail autour d'un référentiel de formation à l'entrepreneuriat et à l'esprit d'entreprise. Donc c'est ce référentiel qui maintenant est prêt et qui va, dans les semaines à venir, être diffusé. Donc les universités sont là aussi appelées
à se mobiliser pour diffuser évidemment ce référentiel. Quand vous dites diffuser, c'est du ressort de chaque université. Ça va diffuser à qui, comment Concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre de formations qui ont d'ores et déjà prévu dans leur maquette des modules, initiations à l'entrepreneuriat. L'objectif maintenant est de progressivement, évidemment, aller de plus en plus loin et de faire en sorte que ça aussi, ce soit quelque chose que tout étudiant dans notre système d'enseignement supérieur, dans les années à venir, puisse avoir accès à des modules de formation en la matière. Je vous ai interrompu. Non, mais je propose plutôt que... qu'on laisse un peu de temps pour l'échange. C'est formidable. Je vous remercie, Patrick Hetzel. Et voilà, ça incarne ce qui a été dit pendant la première table ronde sur l'esprit d'équipe et le fait de travailler à plusieurs, puisqu'effectivement, ce que vous avez présenté concernant l'université va être complété. Alors, en plusieurs temps, premier temps, Pierre Loire, en parlant des IAE, vous êtes, vous, professeur agrégé en sciences de gestion, directeur de l'Institut d'administration des entreprises de Lille, et donc président de ce réseau des IAE. Peut-être la question structurante de votre intervention, si vous voulez bien, pourrait être la suivante. Vous avez, à la fois par les disciplines enseignées dans un IAE et par l'histoire des IAE, tissé depuis longtemps des liens avec le monde de l'entreprise, mais au-delà de cette singularité, qu'est-ce qui, dans votre expérience, qu'est-ce qui peut-être, dans des erreurs qui auraient été commises et qu'il ne faudrait pas commettre à nouveau, qu'est-ce qui pourrait servir aux autres filières, aux autres parties de l'université pour aller plus loin dans cette direction? Bien, en fait, il faut peut-être déjà expliquer ce que nous arrivons à faire et à partir effectivement de notre expérience, de mon point de vue, il y a plein de choses non seulement à multiplier dans le reste de l'université, mais aussi à partager, parce que je crois que l'université, ainsi que ses liens d'ailleurs avec les entreprises et le MEDEF, ce qui compte, c'est la capacité qu'on a d'échanger ensemble, de brasser les informations, de brasser les initiatives. Et il faut éviter de considérer les choses comme séparées, mais les relier. Bon, les IAE sont en fait depuis longtemps, depuis 60 ans maintenant, les entrepreneurs des universités. Les intrapreneurs aussi d'une certaine manière, parce qu'au fond, ils ne sont pas tout à fait autonomes dans leurs universités et ils sont bien installés dans leurs universités, mais ce sont aussi les trublions actifs, ceux qui créent un tas de choses, qui ont créé la formation continue, qui ont créé les rapports avec les entreprises, qui ont créé tout un ensemble de filières en partenariat avec les mondes économiques. Il ne faut pas oublier que notre fondateur, Gaston Berger, est aussi le fondateur de la prospective en France. C'est quand même lui qui a essayé de mettre en place une manière active de voir l'avenir, de prévoir l'avenir en s'y intégrant activement et en mettant en place des modes entrepreneuriaux d'agir. Alors comment on fait dans le cadre des IAE? Bon, d'abord, rappelons que les IAE sont à peu près 30 en France, 31 exactement, 40 000 étudiants dans l'ensemble du territoire. Et nous sommes les écoles universitaires de management, donc en rapport très étroit avec les milieux économiques industriels, avec les entreprises. Nous avons des liens avec ce qui est important en création d'entreprises, avec l'ensemble du tissu économique et industriel. C'est-à-dire que nous ne nous contentons pas dans les IAE nous adresser aux grandes entreprises, même si elles sont fort intéressantes et fort importantes, mais nous avons aussi des liens très étroits avec les TPE, les PME, l'artisanat, les secteurs de la santé, les secteurs du social, les secteurs multiples de l'activité économique, et bien entendu, l'aménagement du territoire, aussi bien réalisé par les entreprises publiques que privées. Nous sommes donc au cœur de cette évolution construite de l'avenir économique du pays. Et concrètement, qu'est-ce que nous faisons par rapport à la création d'entreprises? On a 9 modes d'activité. La première, c'est de participer évidemment à tout ce qui est installation, l'envie d'entreprendre. Donc on initie les étudiants, on les incite dans nos cours, dans nos cas, dans nos méthodologies, à penser aussi création, à penser entreprendre ou intraprendre, c'est-à-dire être créatif même en tant que salarié. Deuxième niveau, on leur donne des modules spécifiques dans certaines formations pour les amener clairement à créer des entreprises. Dans le MAE, dans des licences professionnelles, il y a beaucoup de créations directes qui se font à partir des IAE, y compris dans des licences professionnelles, en événementiel, dans certaines technologies, etc. C'est très important cette création. Et aussi dans des Master 2,
qui sont orientés directement professionnels et dans lesquels on voit la création se mettre en place. Troisième niveau, évidemment, on a des formations spécifiques à la création d'entreprise, en licence et en master. Alors là, on accueille clairement des gens qui ont des projets de création. Et ce qui est important pour nous à l'IAE, dans les IAE, c'est qu'on fait venir en fait à la fois des ingénieurs et des managers. Et c'est extrêmement important parce que c'était bien dit tout à l'heure, souvent les ingénieurs ont une énorme compétence technique mais ont un peu peur de créer pour de multiples raisons. Et le mélange ingénieur-manager crée beaucoup, au fond, de capacités de création d'entreprise. Donc on a, au fond, cette fertilisation des idées, ce creuset d'expérience, cette mutualisation de compétences qui permet effectivement d'aller plus loin. Quatrième point, on a des liens évidemment très étroits avec les incubateurs, avec les logiques d'aller plus loin et de créer. Bon, il y a d'ailleurs, grâce à Patrick Hetzel, à l'IAE de Limoges, on a une maison de l'entrepreneuriat qui est intégrée dans l'IAE, par exemple. Il y a de la private joke dans l'air, mais c'est parce que précédemment, Patrick Hetzel avait été recteur, si je me souviens bien, de l'Académie de Limoges. On est d'accord. Voilà. Donc on a cette capacité-là, parce que c'est vrai que l'un des problèmes majeurs, au-delà des idées, c'est l'argent, c'est l'accompagnement final, c'est le coup de pied au cul pour démarrer, quoi. Et donc il y a besoin d'aller jusqu'au bout pour que ça commence et ça se mette en place. Alors on a aussi, c'est moins important, mais c'est quand même important, on a pas mal de juniors d'entreprise aussi, parce qu'on est très proche des écoles. Et juniors d'entreprise, d'ailleurs, il y en a qui s'appellent IAE Entrepreneurs, c'est tout dire. Bon, on démarre effectivement des activités par ces liens directs avec les entreprises. On est aussi très prospectif. Il me semble extrêmement important d'avoir des ouvertures à l'avenir parce que la création se met en place dans le cadre de l'avenir. Et puis le dernier point, on l'a déjà dit tout à l'heure, qui me paraît très important, les IAE ont de plus en plus de liens avec les écoles d'ingénieurs parce qu'il nous semble qu'on ne peut plus manager dans le vide. Il faut manager avec des savoir-faire techniques, avec des idées technologiques, avec un réarmement de l'industrialisation française et ne pas faire du management pour le management, mais aussi créer des boîtes à technologie ajoutée. Et d'ailleurs, les exemples montrés tout à l'heure sont des exemples typiques de ça. C'est fondamental d'agir comme ça. Et donc, on y va. Et je voudrais terminer par une proposition, puisque vous êtes là et nous, on est un réseau aussi. Je vais vous dire une chose qui est extrêmement importante. C'est qu'aujourd'hui, en France, il y a à peu près 20 à 30 milliards d'euros qui sont dépensés annuellement en recherche et développement. C'est bien, c'est pas assez, mais c'est pas mal. Dedans, il y a à peine un millième qui est utilisé pour la recherche en management. C'est un vrai scandale, parce que la recherche en management, en organisation, en commercial, c'est la moitié reconnue par tous les chefs d'entreprise qu'on a interrogés, c'est la moitié de leur potentiel d'innovation. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est moins cher de développer du management que de faire un accélérateur de particules. Je suis d'accord. Mais quand même, de 1 à 1000, il y a un effort à faire. Et le réseau des IAE est en train de créer une fondation qui va s'appeler FARM, Fondation pour l'activation de la recherche en management. Et je souhaite très vivement trouver dans le MEDEF et dans nos partenaires entreprises les moyens de mener à bien ce projet. Parce que dans la création d'entreprise, si on est capable aussi de créer des innovations managériales, on crée des entreprises aussi. Et si on crée des innovations managériales en lien avec les innovations technologiques, on crée beaucoup d'entreprises. Et c'est pour moi un projet fondamental. Merci Pierre. Alors, vous voyez, quand je vous dis que l'université évolue, elle vient même faire du fundraising à l'université d'été du MEDEF. Bien joué quand même. Jean-Pierre Boissin, pour continuer ce tour de table. Les IAE, vous connaissez très bien puisque vous êtes professeur des universités à l'IAE de Grenoble, justement en management stratégique et entrepreneuriat. Je vous voyais sourire quand vous entendiez Pierre Loire réclamer plus d'argent pour la recherche. Vous n'êtes pas obligé de rebondir après. Enfin, c'est surtout en tant que responsable de cette mission qui avait été lancée, qui vous a été confiée en mars 2010 par Valérie Pécresse, alors ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et Hervé Novelli, qui était secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat et des PME. Cette mission donc qui visait à mettre en œuvre au sein des universités le plan pour développer l'esprit entrepreneurial qui était abordé par Patrick Hetzel. Si on pouvait parler cash, puisque
Je vais rester dans le même, je vais filer la métaphore, enfin, dans le même champ sémantique. Vous qui, depuis 2 ans, avez pris votre bâton de pèlerin pour convaincre, ou pas convaincre justement, c'est vous qui allez nous le dire, mais enfin bref, pour aller à la rencontre en tout cas des universités sur ce terrain-là, comment ça se passe, comment ça va, quels sont les atouts et les forces et quelles sont les choses qu'il faudrait justement améliorer? Alors cette question ne fait pas partie de celles qui m'ont été communiquées. Oui, mais je suis sûr que Bien, pourriez-vous, s'il vous plaît, Jean-Pierre Boissin, nous présenter le plan entrepreneuriat étudiant? Donc, le point déjà important, je crois, pour tout le monde, c'est de bien avoir à l'esprit que le plan qui a été rappelé par M. Hetzel précédemment concerne tout l'enseignement supérieur. Donc, personnellement, moi, je suis très content, très fier d'avoir une mission sur l'enseignement supérieur. Ça veut dire qu'au départ, la frontière école-université, c'est pas la première... C'est pas votre problème. Si, après, c'est dans la mise en œuvre. Mais au départ, c'est justement les pôles, les 20 pôles qui ont été créés, sont avec des universités, des grandes écoles, d'ingénieurs, des écoles de commerce. Donc là, la bonne nouvelle de ce plan, c'est qu'il concerne l'enseignement supérieur sans segmenter justement université, école, etc. Même si après, dans la mise en œuvre, effectivement, pour tout de suite bien clarifier les choses, c'est qu'un président d'université, c'est souvent 15 ou 20 000 étudiants. Donc décider demain de faire de l'entrepreneuriat pour tous les étudiants d'université, ce n'est pas tout à fait la même démarche que pour un directeur d'une école de 1000 ou 2000 étudiants. En termes de processus de décision, puisqu'après les universités sont organisées selon des disciplines, selon des UFR, tout ce qu'on veut. Donc le processus sera nécessairement plus long dans les universités, là où il n'existe rien, là où on part de zéro. Cependant, et là aussi il faut que tout le monde le sache, l'entrepreneuriat dans les universités, ça existe depuis 10 ans. Donc je ne prendrai pas l'exemple de Grenoble, ça serait trop facile, mais on a parlé de Lille. À Lille, il se fait de l'entrepreneuriat dans les universités depuis 10 ans. Il y a eu la construction, une maison d'entrepreneuriat aussi, il y a eu des expérimentations. Donc on a 10 ans d'expérimentation. Et la bonne nouvelle de ce plan, c'est de vouloir généraliser ces pratiques qui ont déjà eu lieu à l'ensemble de tout l'enseignement supérieur et de toutes les universités. Donc dans la mise en œuvre, bien évidemment, certaines universités sont beaucoup plus proches ou beaucoup plus éloignées de la culture entrepreneuriale, donc il y a des endroits où ce sera plus long, mais on a des propositions aussi pour accélérer le processus. Alors les résultats depuis le lancement des appels à projets ont été faits en 2009, voilà, 2009-2010. On en est où aujourd'hui? Alors en 2009, il y a eu un appel à projet, il y a eu 44 dossiers déposés, il y a eu 20 dossiers sélectionnés. Donc ça aussi, c'est un peu nouveau en France, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas été sélectionné et qu'il n'y a pas eu une affectation budgétaire, une équirépartition des fonds publics. C'est-à-dire que certains ont touché beaucoup plus que d'autres en fonction de la taille et de la qualité de leur projet. Donc ça a été lancé le 1er octobre 2010. Et nous sommes en train d'élaborer un premier bilan du lancement de ces 20 pôles pour justement pour pouvoir capitaliser, pour pouvoir savoir si on renouvelle les financements. Donc ça aussi c'est un peu nouveau, d'habitude des financements c'est attribué et puis on n'en parle plus. Là c'est clairement dit qu'il y a un rapport d'activité et qu'éventuellement il y aura des révisions budgétaires. Et le troisième élément aussi important de ce plan, c'est qu'il y a 20 pôles qui ont été constitués qui permet un maillage de 85% du territoire. Et il y a aussi les 350 référents qui ont été nommés dans les établissements et certains référents ne sont pas dans ces pôles. Donc on a tout un travail d'essaimage, d'où le référentiel en entrepreneuriat, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui permettra justement de diffuser des outils pédagogiques, des référentiels, pour les personnes qui ne sont pas directement dans un collectif. Mais j'ai aussi bon espoir, très vite, les 3 ou 4 villes universitaires qui n'avaient pas répondu à l'appel à projet ou qui n'ont pas été sélectionnées, de pouvoir les intégrer le plus vite possible, y compris sans financement. Peut-être que ce référentiel entrepreneuriat, parce qu'à force de... ça va être le Godot de notre après-midi, il faut quand même le présenter maintenant. Alors j'ai envie de dire, on a entendu 3 anciens docteurs. Donc je pense que là le point, et vous en parlez à la deuxième table ronde, c'est que tout ce qui est processus d'innovation, de valorisation de la recherche existe en France depuis longtemps. Donc là il y a des outils, il y a des financements publics, il y a des incubateurs, etc. Je pense que ce qui a été dit, c'est ce que j'avais préparé, donc je ne vais pas le redire, mais je pense qu'il y a 2 éléments importants à souligner. C'est d'insister sur l'entrepreneuriat, c'est collectif.
C'est-à-dire que toute la communication historique en France sur l'entrepreneur individuel, méchant capitaliste, c'est peut-être un peu de renouveler les discours, notamment auprès des jeunes, et de montrer que l'entrepreneuriat, c'est avant tout une affaire d'équipe-projet et d'être à plusieurs. On a parlé d'échecs. Je pense que ça aussi, c'est un gros problème en France. C'est la capacité à parler de ses échecs, de vivre des échecs. Il y a d'autres pays où, au contraire, on peut les mettre dans un CV. En France, si on a créé une entreprise, qu'on a déposé le bilan, ce n'est pas nécessairement la première chose qu'on met sur un CV. Donc là-dessus, il y a des éléments importants. Je crois que tout à l'heure, une ancienne docteure a aussi insisté lourdement sur le... Enfin, lourdement, c'est pas péjoratif, mais je pense qu'elle a eu raison, c'est fortement. C'était intéressant que sa culture familiale ne l'avait pas disposé à aller plutôt vers des modules de découverte de l'entreprise. Je pense qu'il faut aussi que tout le monde soit bien conscient que les étudiants qu'on a dans l'enseignement supérieur, ils sont quand même formatés d'abord par une culture familiale et que ce n'est pas que la responsabilité des universités si la création d'entreprises ou le monde de l'entreprise n'est pas dans la culture française. Donc là, il y a tout un travail. Et je pense là aussi que les modules d'entrepreneuriat sont un outil pédagogique, en dehors de la création d'entreprise ou de la reprise, formidable pour faire passer les connaissances. On le voit en école doctorale, où des docteurs sont prêts à monter des projets fictifs en équipe, dans les doctorales par exemple, et s'investir, vouloir comprendre ce que c'est qu'une étude de marché ou un bilan, alors que si on leur proposait des cours de comptabilité ou de marketing, je ne suis pas sûr qu'on aurait autant de monde. Donc c'est un fabuleux outil pédagogique, parce qu'il est passé avant tout sur l'action, sur l'apprentissage par l'action, et que du coup, ça nous permet de s'ouvrir à différents domaines culturels. Et donc sur le collectif, je pense que là, par contre, c'est un vrai challenge. Il faut que nous arrivions à convaincre les présidents d'université et les directeurs des grandes écoles qu'il faut qu'on développe le maximum de modules de façon transversale aux établissements, aux disciplines, pour avoir des équipes projets pluridisciplinaires, parce que tout le monde en parle. Alors aussi, je vais faire un peu comme Pierre Loire. Tout le monde en parle, la pluridisciplinarité, tout le monde en est convaincu, sauf que dans la mise en œuvre, et que personnellement, je serais pour le fait de pouvoir dire qu'on va faire, alors peut-être pas des semaines, mais 3 jours d'entrepreneuriat dans les universités aux mêmes dates pour favoriser cette mutualisation et cette transdisciplinarité. Et ça permettra des économies de moyens sur la communication, etc. Alors Pierre Loire dit on le fait déjà. On le fait déjà à certains endroits, on n'est pas encore... Voilà, on le fait à Lille, mais bon, apparemment, Jean-Pierre Boissin a constaté qu'il y avait des marges de progrès. Les bonnes pratiques. Merci beaucoup pour cette présentation. On va poursuivre le tour de table, Anne Thiopol, avec vous, en ayant cette ouverture européenne. On a, ce qui est bien naturel, essentiellement parlé de la France depuis le début de cet après-midi, mais je crois que c'était effectivement très intéressant de regarder comment les choses se passent. Vous travaillez pour un organisme qui s'appelle FZ Jülich, qui est un organisme opérateur en Allemagne d'un programme lancé par le ministère fédéral de l'économie. Chacun le sait, mais je le rappelle au cas où, que l'organisation politique de l'Allemagne fait qu'il n'y a pas uniquement, beaucoup de choses se décident au niveau des régions, des Länder, mais il y a aussi des programmes fédéraux, ce qui est extrêmement intéressant, qu'un programme ait été lancé justement sur plusieurs axes. Ce programme qui s'appelle Exist, il a été lancé autour de la diffusion de la culture entrepreneuriale, autour de l'accompagnement financier et administratif de start-up et autour du développement des transferts de technologies de l'université vers le secteur privé. Donc vous voyez, on est en plein dans les sujets qui nous occupent aujourd'hui. Donc je vais vous laisser présenter ce programme Exist et à travers lui nous décrire un peu quel est l'état des liens aujourd'hui entre les universités et le monde de l'entreprise en Allemagne. Et si vous le voulez bien, à la fin, j'aurai une petite question de plus à vous poser. Bon, merci beaucoup. Et d'abord, je voudrais dire quelques mots sur le système de l'enseignement supérieur en Allemagne, parce qu'il est un peu différent de celui qu'on a en France. Donc, après l'abitur, qui correspond à peu près au bac, on a le choix entre les universités, les Fachhochschulen qui correspondent à peu près au IUT, mais il n'y a pas d'équivalent aux classes préparatoires ou aux grandes écoles. Donc, les universités sont assez renommées et quand on regarde les universités de technologie en particulier, on trouve que traditionnellement, ils ont des bons contacts avec des entreprises qui recrutent aussi le personnel de ces universités. Et les universités de technologie, notamment, ont commencé très tôt avec la promotion des créations d'entreprises.
En Allemagne, là, on a compris que la création d'emplois dépend aussi des petites entreprises et des entreprises de technologie, mais la motivation de créer une entreprise plutôt que de rester ou devenir employé dans une entreprise déjà existante est relativement faible, et même plus faible qu'en France. Et le pourcentage des gens qui ont créé une entreprise dans les 3 dernières années et demie en Allemagne s'élève à 4,2%, tandis qu'aux États-Unis, elle est à 7,6% et la France se trouve entre les deux. Donc il faut aussi différencier dans les créations d'entreprises technologiques. L'Allemagne obtient des notes un peu meilleures quand on regarde le taux de personnes qui possèdent déjà une entreprise. Elle est plus élevée qu'en France aussi, mais pour des économies qui vivent des innovations, ce n'est pas suffisant ce qu'on voit. Donc, pour cette raison, en 1998, le gouvernement allemand a lancé le programme Exist pour développer, comme vous avez dit, l'esprit d'entrepreneuriat dans les universités et les institutions de recherche. Et on a 2 voies principales. Donc, c'est d'un côté le soutien direct des futurs créateurs et de l'autre côté la création d'une culture d'entrepreneuriat, ce qu'on appelle Gründungskultur. Et je vais vous parler de cette voie d'abord. Donc, le but était de soutenir les universités et les institutions de recherche à créer une culture de l'entrepreneuriat sur place et d'augmenter le nombre et la qualité des spin-offs scientifiques. Donc, on a eu depuis 1998 4 concours auxquels les universités ont pu participer. Les gagnants ont pu créer ce qu'on appelle un réseau de création de créateurs, un Gründernetzwerk. Et avec l'argent qu'ils ont eu, ils ont pu employer du personnel pour la formation à l'entrepreneuriat. Ils ont pu conseiller directement les futurs créateurs, entrer en contact avec des entreprises, avec des bailleurs de fonds. Et d'un autre côté aussi, ils ont établi une infrastructure comme des incubateurs, des ateliers de prototypage. Et c'est des idées qui venaient des universités, ce n'étaient pas des idées du gouvernement. On avait un jury externe qui a choisi les meilleures universités qui ont été primées à l'occasion d'une manifestation publique. Et cet été, on a eu 10 universités, Fachhochschulen et instituts de recherche qui ont été primés. Et je voudrais vous présenter un exemple d'une telle Gründerhochschule ou championne en création d'entreprises. Donc, c'était l'Université de technologie de Berlin. Et cette université, depuis 1983, elle a déjà eu un centre de création d'entreprises. Donc, elle n'a pas commencé de zéro. L'année dernière, il y avait 25 entreprises qui ont été créées de cette université. Elle fait de la recherche sur l'entrepreneuriat, elle offre des formations aux étudiants, aux chercheurs en entrepreneuriat et elle offre aussi un service aux créateurs. Et quand on regarde plus en détail qu'est-ce qui distingue cette université d'autres, on trouve que l'esprit d'entreprendre est ancré sur plein de niveaux différents. Et on a toute une gamme de services qui est offerte. Donc, par exemple, il y a une coopération des créateurs anciens qui servent comme coach aux nouvelles, qui participent aussi aux relations publiques. Le principal but, l'entrepreneuriat est un des principaux buts dans la charte de l'université. Il y a des coopérations internationales au niveau de l'entrepreneuriat. Par exemple, il y a un double master avec les Pays-Bas. Et il y a des professeurs ambassadeurs en entrepreneuriat dans les différents départements de l'université. Et à la nomination des nouveaux profs, la création d'entreprises est prise en compte aussi. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'était qu'ils ont ce qu'ils appellent Venture Lounge. Donc ça se trouve dans le restaurant universitaire. C'est une pièce avec des vitres. Il y a des créateurs qui se font conseiller là-dedans et tout le monde le voit. Donc, je crois que là, c'est vraiment un exemple où on peut apprendre beaucoup et ça vaut le coup d'aller voir sur leur site web. Donc maintenant, on a des réseaux de créateurs d'entrepreneuriat dans la plupart des universités. C'est aussi eux qui accueillent les futurs créateurs qui peuvent déposer une candidature pour avoir une bourse de soutien à créer une entreprise.
Donc ça, c'est la deuxième voie dont je parlais dans le programme Exist, c'est le soutien direct des futurs créateurs. Et là, des étudiants, des diplômés, des chercheurs qui ont des idées innovantes, commerciales, qu'ils souhaitent réaliser, peuvent obtenir une bourse de 1, 3 ou 6 ans. Et ça dépend du risque associé au projet, aussi ça dépend aussi du temps qu'il faut pour introduire le produit sur le marché. Ils soumettent une sorte de business plan provisoire qui va être soumis à un jury. Ils peuvent recevoir une bourse personnelle, des ponts pour le matériel, pour l'appareillage, pour un coaching. Et pendant qu'il est relativement facile d'avoir une bourse de 1 an, c'est beaucoup plus difficile, par exemple en biotechnologie, dans le programme GoBio, d'avoir une bourse de 6 ans. Il y a seulement 10% des demandeurs qui l'auront. Et les créateurs vont être encadrés par les réseaux sur place, mais aussi par notre organisation qui s'occupe de la gestion des bourses du gouvernement, mais qui a aussi un rôle de conseiller. Je vous ai amené quelques brochures que je vais mettre à votre disposition tout à l'heure. Et dans la petite fiche que j'ai eue, il y avait la question, est-ce qu'on peut apprendre quelque chose des expériences faites en Allemagne? Et je dirais que oui. D'un côté, oui, on peut apprendre quelque chose des expériences faites avec le programme Exist. Depuis 2007, on a eu 2 fois plus de demandes de bourse à Exist. On a eu 2 fois plus de projets financés. Le nombre de créations en technologie a augmenté. Je vous ai donné quelques exemples. Mais toujours, le nombre de spin-offs scientifiques est toujours relativement faible comparé à d'autres pays. Il y a du travail à faire. Et à mon avis, pour obtenir un nombre plus grand de spin-offs scientifiques qui s'établissent aussi sur le marché avec succès, il faudrait des professeurs qui enseignent l'entrepreneuriat, pas seulement du point de vue académique, mais qui ont eux aussi créé des entreprises déjà. Il faut commencer plus tôt, il faut faire connaître l'esprit d'entreprendre déjà dans les écoles. Il faut des échanges internationaux. Et à mon avis, la valorisation de l'entrepreneuriat dans les universités qui doit commencer à la présidence et qui va aller jusqu'aux étudiants. Merci beaucoup Antje Paul pour faire la... J'entendais quasiment Michel Pébreau boire du petit lait dans mon dos quand vous avez dit qu'il fallait commencer tôt à l'école. On va en parler, vous allez faire la transition, puisque je vais passer la parole dans quelques instants à Pierre Fonlup. Mais alors, je lisais, parce que EducPro a ce matin eu la primeur des propositions de ce livre blanc en matière d'éducation, que le premier point du livre blanc du MEDEF sur les propositions en lien avec l'éducation, c'était enseigner tout au long de la scolarité les vertus de l'échec surmonté. C'est quand même extrêmement intéressant. Alors justement, Antje Paul, sur l'Allemagne, est-ce que vous avez surmonté un échec dont tout ce programme existe et dont on pourrait profiter, comme ça nous on fera d'autres erreurs? Une chose à laquelle j'ai pu penser, c'est qu'au départ, on a commencé avec des temps beaucoup plus courts. On pensait qu'au bout d'1 an ou 1 an et demi, que des créateurs pourraient arriver à un point où ils auraient soit du succès au marché ou des finances. Et on a trouvé que, surtout en technologie un peu difficile, il faudrait plus de temps. Donc pour ça, on a prolongé le programme. Maintenant, ça va jusqu'à 3 ans ou 6 ans. Merci beaucoup, merci Antje Paul. Pour clore cette présentation, ensuite il se peut, grâce à l'extrême rigueur, et je les en remercie vraiment de tous les intervenants, qu'on ait le temps d'échange qui avait été promis avant de passer à la deuxième table ronde. Mais donc avant de vous passer la parole, Pierre Fonlup, je vais vous demander de vous exprimer. Je vous ai présenté un petit peu vite tout à l'heure. Vous êtes chef d'entreprise, le groupe Plus, et donc président aujourd'hui de la commission Nouveau Dialogue au MEDEF, mais vous avez précédemment été président de la commission Entrepreneurs et Société, commission qui a été en charge de la semaine École et Entreprise, qui était une initiative MEDEF Éducation Nationale. Donc vous êtes sur des sujets que vous connaissez tout de même extrêmement bien, même si vous remplacez Charles Beigbeder au pied levé. Bon, c'est un honneur d'être un remplaçant et d'être le remplaçant de Charles Beigbeder. Et je l'excuse auprès de tout le monde parce qu'il avait une obligation incontournable, comme vous l'imaginez bien. Mais je suis très sensible à ce qui vient d'être dit, démarrer le plus tôt possible. J'ai deux choses à évoquer sur ce sujet. Oui, quand nous nous sommes intéressés au problème des relations entre l'éducation et l'entreprise, nous avons démarré avec école-entreprise au niveau du MEDEF.
Nous avons enchaîné beaucoup, et depuis longtemps maintenant, sur le terrain universitaire et de l'enseignement supérieur. On avait des contacts très étroits, mais on a une action très forte au niveau d'école-entreprise. Et cette initiative au sein du MEDEF, et là elle va me permettre de rebondir un petit peu, elle est née au sein de la commission entrepreneurs. C'est-à-dire que ce sont les entrepreneurs qui ont initié, évoqué, ressenti, porté rendu lisible le besoin qu'il y avait d'avancer dans cette direction-là. Alors, tout ça part maintenant d'une conviction, une conviction qui s'appuie sur deux choses. La première chose, c'est que, et les temps que nous vivons à l'heure actuelle nous convainquent que nous avons raison en tant qu'entrepreneurs de penser cela, c'est que le devenir de nos sociétés passe très certainement par le développement de l'esprit entrepreneurial. Et il ne s'agit pas de faire de chaque petit Français un entrepreneur, mais il s'agit de faire en sorte que notre société devienne une société entrepreneuriale. Alors une société entrepreneuriale, ça veut dire que, et je vais en venir très vite aux mesures, parce que le temps nous est compté, mais une société entrepreneuriale, ça veut dire que quand on réfléchit, et je suis très, très heureux de voir le titre qui a été, d'abord, que ce thème soit à l'ordre du jour d'une plénière sur les relations université-entreprise est quelque chose d'extrêmement satisfaisant, premier point. Et deuxième point, il y a un petit addenda dans le titre de notre table ronde, c'est mode d'emploi. Alors, sur le mode d'emploi, je pense qu'il faut, de mon point de vue, intégrer que l'esprit d'entreprise, ce n'est pas quelque chose qui se véhicule exclusivement à travers des méthodes, même si elles sont incontournables, qui ne se véhicule pas simplement à travers des modèles, mais que quelque part, ça renvoie déjà à des valeurs et ça renvoie à un projet de société et à un projet de vie dans lequel on veut s'intégrer. Alors, vous avez parlé de l'échec, vous avez dit, et là j'en viens aux propos sur lesquels vous me demandez de m'exprimer, oui, le MEDEF a rédigé un livre blanc, c'est un peu une avant-première parce que le Conseil exécutif ne l'a pas encore validé, mais enfin j'ai pris les quelques mesures qui concernent les relations entre le monde de l'éducation et l'entreprise, et c'est vrai que la première concerne le fait que les entrepreneurs de demain étant les élèves d'aujourd'hui, il faut apprendre le plus tôt possible à nos élèves les vertus de l'échec et avec un objectif derrière ça. C'est pas simplement pour que, bravo, vous avez échoué, surtout continuez bien à échouer, vous verrez, c'est génial. C'est pas ça l'idée du tout, c'est de construire le schéma qui mène à la confiance. La confiance en soi, la confiance dans les autres et la confiance sans lesquelles toute volonté de développer un esprit entrepreneurial et de donner un jour à quelqu'un qui en a l'idée le goût de plonger dans la piscine de l'entrepreneuriat, il aura vraiment en main les éléments qui lui permettront de le faire. Donc ça transite, si vous voulez, au-delà de la méthode, par un état d'esprit, par une façon de regarder la vie, de définir un projet de vie qu'il faut intégrer. Tout le monde ne doit pas être selon ce registre-là, selon ce schéma-là, mais qu'il faut intégrer dans le parcours. Derrière, je dirais, il y a un deuxième point, parce qu'on est quand même influencé par son environnement. Alors c'est vrai, il y a la famille, il y a plein de choses, mais il y a aussi le monde de l'éducation, et je ne peux pas retenir une des mesures que nous allons évoquer concernant la réalité de l'entreprise telle qu'elle est diffusée dans les manuels scolaires. Aujourd'hui, la présentation, et c'est un sujet qu'il faut mettre sur la table, parce que je veux dire, je sais qu'il renvoie à beaucoup de problèmes, mais on a une approche macroéconomique, une partie du problème de l'entrepreneur et de l'entrepreneuriat est de nature microéconomique. Les représentations qu'on fait du monde de l'entreprise, je révèle là quelque chose que tout le monde a déjà entendu 10 fois, mais ne sont pas cohérentes avec cette approche, elles doivent évoluer. Et sur ce plan, je pense qu'on pourrait initier un travail entre les enseignants et les chefs d'entreprise pour dialoguer sur comment faire évoluer cette représentation dans les manuels scolaires de l'entreprise. Et j'ai même une suggestion que l'intervention de Mme Paul me fait vouloir mettre en avant. Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt, au moment où on essaye de construire l'Europe, à avoir une approche qui inclut les bonnes expériences et les bonnes pratiques que d'autres pays européens, il ne s'agit pas d'aller chercher des pays en dehors des frontières européennes, travaillons avec les gens qui nous sont les plus proches, mais ont eux-mêmes mis en œuvre, et là où il y a eu des succès, pourquoi ces succès sont cohérents avec une approche du manuel scolaire et qui a pu évoluer. En ce qui concerne une troisième mesure que nous allons essayer mettre en avant, c'est de valoriser l'approche par compétence en complément de l'approche par connaissance. Il y a une petite phrase qu'on utilise quelquefois qui est de dire, d'un côté le pessimisme de la pensée, de l'autre côté l'optimisme de l'action. Il faut à un moment ou à un autre mettre dans le jeu, si vous voulez, la capacité à gérer ces deux niveaux et à les gérer conjointement, car il n'y a pas d'entrepreneuriat si à un moment ou à un autre on ne bascule pas dans l'action,
donc dans la mise en œuvre d'une compétence, et qu'on ne s'en tient pas simplement au stade de la connaissance. Alors là, je vous ai donné des mesures qui vont dans le sens de ce que nous pensons qu'il faudrait essayer de promouvoir en direction des élèves. Il faut travailler avec les enseignants. C'est une mesure à laquelle nous souhaitons nous associer le plus loin possible, en formant les enseignants à l'entreprise et à l'esprit d'entreprendre. Je ne dis pas les convaincre, hein, ils sont convaincus pour beaucoup d'entre eux. On est très proches et on travaille bien ensemble, mais il est certain que si vous voulez, si on arrive à mettre en place des modules de formation qui impliquent des chefs d'entreprise pour que des enseignants ne soient pas simplement en train de restituer quelque chose qu'ils ne perçoivent pas, auquel ils n'ont pas de sensibilité directe, et c'est normal, ce n'est pas leur quotidien que d'être entrepreneur, mais qu'on leur donne les moyens de le traduire en liaison. On a parlé d'équipe tout à l'heure, de collectif. C'est du collectif qu'il faut mettre en œuvre sur ce sujet-là, qui réunit les entrepreneurs et les enseignants. Et puis, au niveau de ce que nous mettons en place, et je remercie mille fois, et quel plaisir d'entendre M. Hetzel s'exprimer sur le sujet, il y a un gros travail en commun qui est fait avec le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise. Eh bien, il faut le poursuivre. Alors, pour poursuivre un travail, il faut mettre en place des choses. Et il y a des choses qui existent, sur lesquelles on peut s'appuyer. Par exemple, nous assurons la promotion avec le ministère de l'Éducation des mini-entreprises. Elles ont démarré dans les écoles, elles sont maintenant dans les universités, elles vont arriver dans les universités peut-être. C'est un exemple d'application et de rénovation des modes d'enseignement sur lesquels on peut s'appuyer. Et en ce qui nous concerne, nous considérons qu'il est très efficace. Développer bien sûr les témoignages d'entrepreneurs dans les écoles et les lycées, pour que le partage d'expériences fasse partie du cursus. Sensibiliser tous les étudiants d'universités, des grandes écoles et des universités et des grandes écoles à l'entrepreneuriat. Pour ça, il y a un référentiel qui a été co-construit avec le ministère, on en a parlé tout à l'heure, et en ce qui nous concerne, il faut qu'on fasse en sorte que les entrepreneurs se mobilisent pour que tout ce que je viens de dire, ça ne soit pas à notre niveau des mots, mais que conformément à ce que nous sommes et ce que nous devons être, ça soit des actions que l'on pose et en partenariat avec le ministère de l'Éducation, parce que ce ne sera jamais une réussite individuelle, mais certainement une réussite collective. Voilà, merci. Merci Pierre Follup. Alors on a quelques minutes d'échange. Alors si vous voulez les retrouver plus calmement, vous les avez très bien résumées, toutes ces propositions. Elles sont sur le site educpro.fr là, depuis ce matin, vous les trouverez facilement aussi. Je sais, je ne vais pas faire semblant de lui donner la parole au hasard, que Jackie Lantignat, le directeur général de KPMG, est dans la salle, je ne sais pas où il s'est installé. Voilà. Et je sais que sur ce sujet, vous aviez manifesté aux organisateurs désir fort d'intervenir et peut-être à la lueur de ce qui a été dit, de réagir aux pistes, aux propositions, à ce mode d'emploi qui a été donné pendant la première table ronde. Bonjour. Merci. Je réponds surtout aussi à une invitation. Et je suis heureux de pouvoir donner quelques éléments. Concernant une action que nous avons bâtie, donc KPMG en France, avec l'école de management de Lyon, ça s'appelle le World Entrepreneurship Forum. C'est un think tank, c'est une communauté qui réunit des entrepreneurs, des professeurs d'université, des fondateurs d'ONG, des hommes politiques. Il y a 150 personnes qui viennent de 70 pays. Avec un objet, c'est travailler sur le monde de demain dans une optique d'un impact entrepreneurial. Autour de deux valeurs, la création de richesses, bien sûr, mais aussi la justice sociale, en travaillant plus particulièrement sur innovation et développement. Alors, à côté de ce think tank, finalement, on pourrait dire think tank, c'est quelque chose d'un peu théorique. C'est surtout pour ça que je voulais l'évoquer. Il a été créé un WEF, un World Entrepreneurship Forum Junior. Et donc, dans tous les pays, notamment en France, il y a eu 500 étudiants qui ont travaillé sur justement le développement de l'entrepreneuriat, sur innovation, technologie et entreprises de croissance. Mais c'est surtout 5000 étudiants dans le monde. Ça a été le cas en Chine, ça a été le cas en Inde, au Kenya, Singapour, Indonésie. Bon, enfin, je ne vais pas faire le tour du monde. Et l'objectif étant que l'ensemble des contributions de ces étudiants de toutes les universités soient présentées lors du forum du prochain WEF qui aura lieu
à Singapour au mois de novembre 2011. Et l'intérêt non seulement de mettre en relation le monde de l'entreprise, le monde de l'université, mais aussi des ONG, parce que dans les ONG, il y a aussi beaucoup d'entrepreneuriat, avec une idée, c'est celle de pouvoir diffuser cet esprit et surtout permettre des échanges avec des approches qui, évidemment, sont très différentes selon les pays. Merci beaucoup. Effectivement, c'est encore une autre dimension, un autre outil, un autre exemple, une expérience, et qui fait rentrer d'autres dimensions que celles qui ont été précédemment évoquées. Alors, on a commencé, vous le savez, avec quelques minutes de retard, mais on va essayer de terminer à l'heure. Je vais néanmoins, chose promise, chose due. Vous n'avez pas chaud, vous n'avez pas les lampes. Monsieur. Waouh, quelle... Merci. On pourra remercier les hôtesses aussi. Je suis ravi d'être resté jusqu'au bout et d'avoir enfin entendu dans la bouche de M. Loa cette réflexion sur les nouveaux modes de management. En venant à l'université du MEDEF, j'espérais que ça vienne un peu plus tôt dans le programme. D'accord ? Donc il y a d'énormes écoles de réflexion aux États-Unis sur les nouveaux écosystèmes, les nouveaux business models. Moi-même qui fais de la veille innovation, je suis convaincu que dans 10 ans, toutes les entreprises françaises marcheront sur de nouveaux business models. Bon, quelques-unes commencent à y réfléchir, mais de façon isolée. Alors la question peut-être pour M. Pébreau, c'est bon, qu'est-ce que le MEDEF veut faire là-dedans? Est-ce que c'est une réflexion sur laquelle le MEDEF veut travailler? Voilà, merci. Merci. Oui, vous avez tout à fait raison de considérer que les questions de management sont vitales. On l'a vu tout à l'heure, hein, les entreprises, et en particulier les créateurs d'entreprises, mon voisin tout à l'heure le disait, sont confrontés tout de suite aux questions de management. Mais les questions de management sont surtout complètement bouleversées par l'irruption des nouvelles technologies de l'information. Et donc, nous devons engager dans les années qui viennent une réflexion à ce sujet. Mon sentiment est que la réflexion doit partir, comme c'est toujours le cas, de la recherche d'une part et des écoles de management d'autre part. Et donc je pense que tant au niveau des grandes écoles de management qui, vous le savez, sont la propriété pour la plupart d'entre elles des chambres de commerce, qu'au niveau de l'université, dans le cadre des réformes qui vont s'organiser, et en particulier des IAE, on nous a dit tout à l'heure le travail des IAE depuis la création de la première IAE par Pierre Tabatoni, qui se trouve être mon prédécesseur à l'Académie des sciences morales et politiques, je crois qu'il est très important que nous nous engagions dans cette voie. Alors, d'accord, monsieur, pour vous rencontrer et voir quelles sont vos idées dans ce domaine que nous apporterons ensemble alors aux organisations de recherche. J'insiste sur ce point, il est fondamental, parce que, je le répète, la révolution des nouvelles technologies est l'élément moteur de cette révolution du management. Merci beaucoup, merci à Michel Pébreau, merci aussi pour cette question. Peut-être ce sera voilà, si tous ceux qui ont des questions à poser se manifestent, comme ça j'évaluerai mieux le temps. Ouais, vous êtes nombreux. Allons-y. Alors on va peut-être... Et je vous demanderai de les formuler, si possible, de manière synthétique. On va peut-être faire passer le micro uniquement dans la salle. Et si vous le voulez bien, vous répondrez en fonction des questions qui ont été posées, en attrapant la question qui vous concerne. Donc Jacques Gros du 06. Je tiens quand même à souligner qu'à côté de moi, vous avez le président de l'université de Nice, Sophie Antipolis, et le président du MEDEF 06. Donc côte à côte, donc ça vaut le coup de le remarquer. Non, on a mis en place, c'est un témoignage, on a mis en place dans le 06 quelque chose d'assez original qu'on appelle l'ongle COS depuis 3 ans, Comité d'orientation stratégique entreprise, dont l'objectif, à la différence de ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est des actions concrètes. C'est-à-dire vous avez 150 dirigeants d'entreprise et vice-présidents et professeurs, enseignants-chercheurs, etc., qui travaillent ensemble depuis 3 ans pour uniquement, sur 8 thèmes, pour uniquement avoir des actions concrètes. Mettre en place un institut de formation du risque et de l'environnement durable, mettre en place un institut, une grande école sur le tourisme, de l'hôtellerie et la gastronomie, mettre en place, favoriser la valorisation de la recherche dans une SAT qui a été donnée dans le cadre du Grand Emprunt. Donc, c'est des actions qui se veulent concrètes et à très court terme. C'est tout. Merci, monsieur. Derrière vous, peut-être. Oh, je crois que c'était... Monsieur s'est fait le porte-parole du pôle niçois, si j'ai bien compris.
Merci. Pour ma part, je suis le président du MEDEF Gironde. Je suis ravi de voir autant d'enseignants, de présidents d'université, de représentants des universités et de l'enseignement supérieur ici. En tant que président du MEDEF, je suis aussi administrateur de l'université Bordeaux 1, l'université des sciences. Et le jour où je me suis présenté au conseil d'administration, ma voisine de droite à ce moment-là, enfin ma droite plutôt, semblait avoir les idées plutôt proches du docteur qui a parlé tout à l'heure et s'émeuvait un peu de ma présence et ne goûtait pas tellement la présence d'un représentant du patronat au conseil d'administration. Alors cela étant dit, il me semble que l'université change beaucoup. Le changement culturel a eu lieu, me semble-t-il, au niveau des présidents de l'université, au niveau des hautes instances de l'université. Je pense que ce changement s'est produit, mais il me semble encore que l'université, les enseignants, certains enseignants et certains chercheurs restent encore dans l'état d'esprit et dans la culture selon laquelle l'université est un lieu où on forge la connaissance, mais n'est pas un lieu où on a pour finalité de créer de futurs salariés d'entreprise ou de futurs créateurs d'entreprise. Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus. En tout cas, je réitère le fait que la présence nombreuse d'universitaires ici est malgré tout le témoignage du fait qu'un changement s'opère. C'est le verre à moitié vide et à moitié plein dont j'essayais de parler en introduction de cette journée, effectivement. Monsieur, brièvement, ensuite je donnerai la parole évidemment à Patrick. Alors allez-y. MEDEF Essonne. Je voulais simplement dire qu'il est indéniable depuis un certain nombre d'années qu'il y a une évolution du développement des relations entreprises, universités et grandes écoles. Ceci est dû notamment au développement de la formation par l'alternance. Nous avons vu des exemples, on va dire, éminents de création d'entreprises à partir d'un doctorat. Il y a une mine, je pense, de possibilités à partir des formations DUT, licence sans attendre et le doctorat. Alors, on part quand même d'un constat simple. Partez d'un constat simple, c'est qu'aujourd'hui, 80% des étudiants d'université ne vont pas faire de la recherche. Donc, ils vont dans le milieu professionnel. Donc, une suggestion, c'est est-ce qu'il n'y a pas un problème de gouvernance au sein de l'université? Alors, la gouvernance au sein de l'université, une suggestion, c'est simplement dire, comme l'une des articles 1 ou article 2 de la mission de l'enseignement supérieur, c'est la formation, la recherche et l'insertion professionnelle. Voilà. Le mot insertion professionnelle, on a dû parfois se battre dans les conseils d'administration de l'université pour bien le souligner. Alors la suggestion c'est, est-ce qu'on ne pourrait pas, au sein de la gouvernance de l'université, avoir un vice-président issu du milieu professionnel, si possible connaissant le milieu de l'enseignement supérieur? Patrick Hetzel vous répondra, j'en suis certain. Peut-être que Louis Vogel, qui est, je vois, et qui... comment non pas tout de suite, mais dans votre discours tout à l'heure, c'est dans une demi-heure. Après, je vais arrêter de vous donner la parole parce que vous êtes en train de nous faire une poursuite, une LRU 2, et tirer un certain nombre de fils qui vont emmener le débat bien loin de son objet initial. Je vous ai vu, monsieur, tout au fond également. Bonjour, ma question est cash, elle est simple, elle est directe et non agressive. Elle est basée sur des constats et des expériences. Pour donner la coloration, j'anime un groupe de travail innovation avec des chercheurs en innovation, avec des représentants du ministère des Finances et des chefs d'entreprise qui appartiennent à un syndicat. J'interviens aussi avec des chercheurs et des laboratoires de recherche au titre d'une fondation. Et on s'aperçoit que les gens de l'université sont très souvent présents lors des colloques, mais lorsqu'il s'agit de se jeter dans la piscine, ils ont beaucoup de mal. Et ma question est simple, pourquoi a-t-on autant de difficultés à travailler avec les universités et les laboratoires de recherche en tant que chef d'entreprise? Et je le dis d'autant plus que depuis des années, je travaille dans des grands groupes américains et que les relations sont simples avec les universités de Washington, Carnegie, ainsi de suite. Pourquoi en France, là aussi, est-ce aussi compliqué? Voilà ma question. Je vous jure que vous nous mettriez là, vous mettriez une piscine là, on sauterait tous là. Ah ouais. Monsieur, et ensuite on va... Oui, juste deux petites contributions, ce n'est pas des questions. Marc Saint-Olive, Caisse des dépôts.
juste dire que la Caisse des dépôts est associée aux côtés de l'État sur le plan étudiant-entrepreneur et qu'on a essayé d'œuvrer pour que l'entrepreneuriat social figure aussi dans les programmes de sensibilisation, c'est-à-dire de ces entreprises qui développent des activités d'intérêt général, de l'utilité sociale. C'est un sujet qui est à la mode aujourd'hui et je pense que c'est important de montrer que l'entrepreneuriat en France est pluriel et ça peut rejoindre tout à fait les jeunes. Et le deuxième point, c'est simplement sur le sujet des échanges enseignants-chefs d'entreprise. L'Université catholique de Lille est assez en avance sur ce champ et ils ont un programme qui s'appelle Vie ma vie. Et Vie ma vie, c'est un enseignant va passer 24 heures avec un chef d'entreprise et le chef d'entreprise va passer 24 heures avec un enseignant. Voilà des choses simples mais qui marchent très bien. Simples, concrètes, immédiates. Et merci d'avoir rappelé effectivement, c'est ce que faisait aussi un peu Jackie Lantignat quand il parlait du World Entrepreneurship Forum, qui n'est pas uniquement dans le domaine de l'entrepreneuriat producteur d'une valeur ajoutée économique. On peut produire bien d'autres, de la valeur ajoutée dans bien d'autres domaines que strictement le domaine économique. Une toute dernière, je ne peux pas savoir si c'est une question, une intervention, un témoignage. En revanche, je vous demanderai la brièveté. Oui, bonjour, je suis entre autres membre du jury d'HEC Entrepreneurs depuis quelques années et j'ai assisté l'année dernière à une réunion dans un lycée, c'était pour ma fille, au sujet du stage en entreprise. Et la personne qui était responsable, qui était professeur, a dit oui, il vaut mieux que ce soit des grandes entreprises parce que vous savez, les PME, PMI sont mal organisées. Alors j'aime mieux que les stages se fassent dans les grandes entreprises. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Merci. Écoutez, effectivement, il y a des paroles qui reviennent du terrain. Je vais vous demander, on va conclure très très rapidement. Donc simplement, vous avez quand même été interpellé assez directement, Patrick Hetzel. Votre ministre, me dit-on, est sur le chemin. Michel Pébreau est allé l'accueillir. Peut-être un mot qui sera aussi un mot de conclusion, sauf si l'un d'entre vous tient à tout prix à... Bon, alors faites... Je vais répondre rapidement. C'est vrai que vous l'avez dit vous-même, un changement s'opère. C'est toujours la question du verre à moitié plein ou à moitié vide. Nous venons quand même de loin. Quand j'ai présidé la commission du débat national université-emploi, c'est pas si vieux que ça. Certes, ça fait 5 ans, mais ça n'est que 2006. C'est à ce moment-là que le sujet de l'insertion professionnelle a véritablement été porté d'abord sur la place publique et il a été évidemment repris par le législateur un an plus tard. Donc finalement, tout ça n'est pas si loin que cela. Quand on regarde le chemin qui a été parcouru, je voudrais aussi insister sur le rôle joué par les étudiants eux-mêmes. On a finalement assez peu parlé d'eux. Mais les étudiants eux-mêmes se sont fortement appropriés le sujet. Si tout ça aujourd'hui est en train de se diffuser, c'est parce que il y a une attente très forte de la part de nos jeunes. Ils savent pertinemment que l'insertion professionnelle est une clé essentielle pour leur insertion globale dans la société. Les universités aujourd'hui ne peuvent plus être en dehors de la société. Vous avez dit tout à l'heure, et je note avec intérêt, effectivement, les présidents d'université, évidemment, ont compris cela, et on ne peut que le saluer. Progressivement, l'ensemble du corps social universitaire est en train de se rendre compte qu'il ne peut plus exister en dehors de la société. C'est-à-dire que l'université n'est plus une tour d'ivoire, mais que celle-ci, évidemment, est en osmose. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir le témoignage de Pierre Loire. C'est vrai qu'un certain nombre d'ingrédients ont été inoculés dans le système universitaire dès les années 50, on cite Gaston Berger, etc. Gaston Berger a été le premier à stimuler le développement de double cursus dans l'université. Et il a dit, des gens qui ont des formations en pharmacie, en médecine, en droit, eh bien, de manière complémentaire, les instituts d'administration des entreprises vont les former au management. Donc encore une fois, j'ai quand même l'impression que les choses bougent. Les juniors entreprises aujourd'hui sont de plus en plus présentes non seulement dans les écoles, évidemment écoles d'ingénieurs, écoles de management, mais aussi dans les universités. Encore une fois, tout n'est pas parfait, mais les choses bougent et en l'espace de 5 ans, je crois que le paysage a quand même nettement changé. Le fait même d'avoir une manifestation comme celle d'aujourd'hui avec un nombre de personnes de plus en plus important. Je peux vous dire que lors de la première réunion, nous étions nettement moins nombreux. Donc je pense qu'il y a quand même un effet de diffusion et tout ça mérite d'être salué et évidemment poursuivi. Merci beaucoup. Patrick Hetzel, merci également. Je voudrais qu'on les remercie, Jean-Pierre Boissagne, Paul, Pierre Loire et Pierre Fonlup.
Je vais vous demander de... Pendant que les autres se lèvent et que les prochains intervenants arrivent, si vous avez dites une chose pour faire la transition, si vous voulez. La transition, parce qu'il y a eu 2-3 questions qui ont été de dire, finalement, quand on s'intéresse à des universitaires, ils nous paraissent difficiles à manœuvrer par rapport à nos besoins. Mais je vous répondrai, faites comme nous avec les chefs d'entreprise, il y en a 80% qui sont excellents et d'autres qui ne répondent pas à nos besoins. Moi, quand je vois des chefs d'entreprise qui ne sont pas en rapport avec les bons universitaires, je leur dis, allez en trouver d'autres, il y en a toujours qui vous rendront service, avec lesquels vous pouvez discuter, et de plus en plus. Pas eu le temps de vous laisser la parole. Merci beaucoup. Merci à tous. On va essayer, on ne va pas rattraper la quasi demi-heure de retard qu'on a prise en ouverture, mais on va peut-être essayer avec la complicité de Nadia Kamal, de Clarisse Angelier et de Laurence Redon de faire au mieux pour que d'ici on va dire une vingtaine de minutes, à la fois Louis Vogel, président de la conférence des présidents d'université, Michel Pébreau qui aura assisté à quelques minutes près à l'ensemble de cet après-midi, et Laurent Wauquiez qui apparemment est en train d'arriver sur le campus d'HEC, le campus de cette université d'été, puisse formuler les conclusions de la journée. De la recherche à l'entreprise, les bonnes pratiques de l'innovation partenariale, je ne vais pas rappeler, on est dans le bain maintenant, parce qu'il y a eu beaucoup de métaphores, enfin beaucoup d'exemples pris autour de la piscine, donc... Mais bon, c'est logique. Les missions de l'université, enseignement, recherche, insertion professionnelle. Mais ce qu'on peut quand même dire simplement, c'est que de la même façon que les universités, historiquement en tout cas, n'ont pas été construites, elles n'ont pas été inventées pour diffuser l'esprit d'entreprendre, les entreprises n'ont pas toujours non plus le réflexe immédiat de se tourner vers les universités pour résoudre leurs problématiques de technologie, d'innovation, de recherche. Donc c'est un apprentissage mutuel, c'est un peu ce que soulignait Pierre Loire en conclusion. Là encore, verre à moitié vide, verre à moitié plein. À moitié plein, des expérimentations ont été lancées, alors parfois depuis très longtemps, mais notamment depuis une dizaine d'années et relancées encore récemment. Des dispositifs ont été imaginés pour mettre en place des synergies de recherche entre l'entreprise et l'université. Et l'innovation partenariale, aujourd'hui, fait quand même partie des interactions régulières qu'on peut voir entre université et entreprise. Alors, pour en témoigner, pour donner des pistes, des exemples, 3 intervenantes. Clarisse Angelier, chef du service des conventions industrielles de formation par la recherche, les fameuses conventions CIFRE à la NRT, l'Agence nationale de la recherche et de la technologie. À vos côtés, Nadia Kamal, directrice de Créalis. Elle va vous présenter, si vous ne connaissez pas déjà Créalis, qui est un incubateur de Rhône-Alpes. Et à mes côtés, Laurence Redon, qui nous vient de l'IUT de Blagnac, ça c'est à côté de Bordeaux, et qui dirige, de Toulouse, pardon, Blagnac, il y a un aéroport en plus, et qui dirige un endroit qui a un nom absolument merveilleux parce que c'est une maison intelligente. Voilà. C'est quand même pas mal. Bon, on va commencer avec vous, tiens. La maison intelligente à l'IUT, peut-être un rapide descriptif, et puis de nous dire également, parce que l'IUT, on se dit IUT, formation courte, Bac+2, c'est vrai qu'il y a un U, donc il doit y avoir de la recherche dedans. Voilà, finalement, vous vous êtes retrouvé pivot des relations université-entreprise, y compris sous l'angle de la recherche. Tout à fait. Donc cette maison intelligente, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme technologique qui est dédiée au maintien à domicile. Concrètement, sur une surface de 120 mètres carrés, nous avons bâti un appartement de 80 mètres carrés équipé d'infrastructures spécifiquement dédiées au maintien à domicile. Donc ces infrastructures, qu'est-ce que c'est? C'est du mobilier qui est effectivement adaptatif, qui va pouvoir bouger, se mettre à la hauteur, par exemple, au niveau des éléments électroménagers, au niveau des éviers, lavabo dans le sanitaire, qui va pouvoir se mettre à la hauteur de la personne, en particulier si c'est une personne à mobilité réduite dans un fauteuil. C'est aussi un ensemble de capteurs dans l'ensemble de l'appartement qui vont nous permettre effectivement de pouvoir réagir en cas de chute de la personne, mais qui vont nous permettre aussi de pouvoir anticiper une dégradation, par exemple, de la mobilité et de l'état physique de la personne, avec un suivi régulier, continu. C'est un ensemble aussi d'outils que l'on connaît, avec effectivement des chemins lumineux, parce que si la personne se lève en pleine nuit, probablement qu'elle va se diriger vers des sanitaires, souvent c'est le cas. Donc un chemin lumineux va pouvoir baliser le passage vers l'endroit voulu. Donc un ensemble d'infrastructures qui vont effectivement permettre à la personne qui est dans une situation de dépendance ou fragile de pouvoir être maintenue à son domicile, mais dans les meilleures conditions de confort possibles et dans un environnement qui est sécurisé. C'est-à-dire que même si elle est seule, elle est autonome et elle sait qu'en cas de problème, effectivement, il y a toute une infrastructure qui va permettre de déclencher des alarmes et de pouvoir avoir une assistance.
Tout ceci ne fonctionne bien, on peut créer effectivement la plus belle maison domotique possible, à condition que la personne effectivement vive bien dans cet environnement et l'accepte. Quand on est sur une population de personnes âgées, elles ne sont pas nées avec effectivement l'informatique, les téléphones portables et tout l'environnement électronique. Il ne faut pas que l'ensemble des capteurs de la maison soit vécu comme une intrusion dans sa vie privée. Donc il y a toute la dimension aussi sciences humaines et sociales qui a fait partie du projet que nous avons créé pour vraiment prendre en compte les deux problématiques, l'aspect technologique, certes, mais aussi l'aspect accompagnement de la personne et appropriation de tous ces éléments. Ce qui veut dire que vous travaillez avec les départements de ce qu'on appelle les SHS, les sciences humaines et sociales, voilà, de manière très directe. On a travaillé effectivement autant avec les équipes de recherche au niveau sciences dures, donc électronique, informatique, mais aussi avec les équipes de sociologie, de psychologie. Et bien sûr, avec aussi le CHU et l'INSERM, parce qu'il y a toute la dimension, le volet télésanté, qui est aussi en arrière-plan. Alors on voit bien les vertus en termes de développement de la recherche, c'est-à-dire de la recherche appliquée. Maintenant, le lien avec l'entrepreneuriat, comment vous le faites? Alors le lien entrepreneuriat, c'est que ce projet, en fait, s'est créé, je dirais presque à l'instigation des entrepreneurs. C'est-à-dire que lorsqu'on a monté une formation sur le maintien à domicile, on a bien sûr consulté l'ensemble des partenaires économiques pour savoir si effectivement il y avait un secteur ici d'activité et quelles étaient les compétences attendues. Et ce sont ces partenaires économiques qui nous ont dit, mais en fait, l'idéal, ce serait d'avoir une plateforme à disposition pour qu'elle serve à la fois, bien sûr, aux étudiants comme lieu d'expérimentation, aux équipes de recherche pour faire du prototypage, de l'avancement dans les recherches, et bien sûr aux entreprises pour pouvoir agréger sur une même plateforme un ensemble d'outils. Parce qu'aujourd'hui, dans le domaine du maintien à domicile, on a effectivement un ensemble d'outils qui existent, mais chacun, je dirais, travaille dans son coin et éventuellement avec des solutions propriétaires. Là, on est sur une solution ouverte et chaque entreprise dans son domaine est venue apporter son produit, l'enjeu étant de pouvoir, je dirais, avoir une interopérabilité entre tous ces éléments. L'objectif ? L'objectif, c'est de pouvoir décliner ceci après à plus grande échelle, bien sûr, donc au niveau des EHPAD, au niveau aussi sur la commune de Blagnac, il va se construire tout un quartier, une maison intelligente pour personnes dépendantes. Donc effectivement, je dirais, et nous d'être en termes, je dirais, de référentiels, de plateformes qui vont permettre aux entreprises de venir tester en amont avant de pouvoir développer à plus grande échelle. Quand vous dites avec la commune, ça signifie qu'à côté des acteurs universitaires et des acteurs entreprises, vous avez aussi des acteurs institutionnels? Tout à fait. Les institutionnels nous ont accompagnés tout à fait sur ce projet. Concrètement, quoi, la mairie, la mairie en l'occurrence. D'accord. Merci beaucoup, Laurence Redon, d'avoir présenté, et qui plus est de manière extrêmement succincte, cette maison intelligente. Ça se visite? Bien sûr. Vous ouvrez les portes? On va venir. Clarisse Angelier. Merci pour votre patience sous les sunlights. Je vous passe enfin la parole pour parler d'un dispositif qui, je pense, maintenant est quand même devenu assez connu. Vous êtes chef du service convention industrielle de formation par la recherche, ces fameuses conventions CIFRE, donc à l'Agence nationale de la recherche et de la technologie. Vous venez de réaliser une enquête dont le sujet est en plein dans la thématique de cet après-midi, puisque le titre est « Quand doctorat se conjugue avec entrepreneuriat ». Donc je vais vous laisser en présenter les conclusions. Et oui, effectivement, on s'est posé la question si c'était un sujet tabou ou une question d'avenir. Alors, quelques chiffres pour les conventions CIFRE pour voir ce que ça pèse et répondre d'ailleurs à l'interrogation d'une personne quant au rapprochement université-entreprise sur les questions de recherche partenariale. C'est 3700 doctorants accompagnés par 1500 entreprises et environ 1500 laboratoires. Un dispositif qui fête ses 30 ans, soutenu depuis 30 ans par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et qui accompagne des doctorants qui vont, pour 2 tiers, avoir des carrières privées et 1 tiers des carrières académiques. Et ce qu'il faut retenir, c'est leur capacité à être aussi agiles dans le monde entrepreneurial et dans le monde académique. Alors on s'est quand même posé la question s'ils créaient des entreprises, nos anciens CIFRE. Et on s'est aperçu qu'il y en avait un petit pourcent, c'est-à-dire, de mon point de vue, assez peu. Alors, il faut savoir qu'à l'issue des écoles de commerce, c'est 10% de jeunes qui créent leurs entreprises. Alors, on peut se dire, un docteur n'a pas vocation à créer son entreprise, et donc c'est normal, ou au contraire, se dire
qu'il a des ressorts et que son cariotype n'est pas si éloigné de l'entrepreneur, moyennant qu'on l'aide pour ce qui lui manquerait. Alors on a été à la rencontre avec Jeanne Couroub, qui est ici d'ailleurs et qui a créé des entreprises et rédigé pas mal de livres. On a été à la rencontre de ces créateurs d'entreprises, ces anciens CIF créateurs d'entreprises, on a fait leur portrait avec eux. Et alors là, on a trouvé de manière très sensible des points communs entre eux qui sont extrêmement intéressants, qui sont la passion pour la science. Ce sont des scientifiques qui continuent à l'être et pour tous sauf un, leur entreprise est le fruit de leur recherche. Ils ont le goût d'apprendre toujours et de transmettre leur savoir. Beaucoup d'entre eux continuent à enseigner ou même aiment enseigner à leurs clients. Donc il y a vraiment l'envie de transmettre ce qu'ils connaissent. Ils ont une inclinaison évidente pour la modélisation, ça a été dit, l'aptitude à associer action et réflexion, ça a été dit à un moment aussi, donc ça je confirme, l'enthousiasme, la jeunesse. Et puis, alors ça va très bien avec ce qui a été le thème de l'université du MEDEF, ils sont généreux. Donc on a aussi, comme l'a dit Madame Laurence Parisot tout à l'heure, on a cette liaison leadership et générosité. Quand est-ce qu'est apparu, quand est-ce qu'ils se sont sentis motivés pour créer? Eh bien, c'est souvent pendant la thèse ou juste après. C'est-à-dire qu'ils disent avoir créé, ne pas s'être orientés vers le salariat juste à la fin de la thèse. Et pour eux, ce qui les a sauvés, ils sont passés à l'action tout de suite après ce parcours, ou quasiment tout de suite, en moyenne 3 ans après la soutenance de la thèse. Et ça, c'était extrêmement important de ne pas avoir une période de salariat avant d'oser. Et c'est pour ça que nous, il va falloir leur donner confiance. On s'aperçoit combien le dispositif CIFRE et les rencontres qu'ils ont pu faire au cours de leur thèse les a confortés dans leur envie, dans ce sentiment un peu diffus de créer un projet autour de ces sciences qu'ils aiment par-dessus tout. Alors, 1 sur 2 environ a suivi une formation au management ou à l'entrepreneuriat. Ça, c'est important de le dire. Et ceux qui ne l'ont pas fait, évidemment, ça leur a manqué parce que si le cariotype commun, c'est force de caractère, ténacité, agilité intellectuelle, c'est vrai qu'ils ont découvert les ressorts du business, l'échelle de temps de l'entreprise, la responsabilité du salaire des autres. Et ça, il faut les aider. Alors, susciter la confiance, on a, toujours dans le cadre du dispositif CIFRE, imaginé des actions, notamment dans le cadre, puisqu'on a été labellisé au sein du pôle Créagile de France, et donc dans le cadre du plan étudiant entrepreneur, un 24 heures chrono entrepreneuriat dédié aux doctorants CIFRE. Et alors là, je dois dire que deux messages, ces 24 heures ont lieu le 23 et le 24 septembre, donc je ne peux pas tout vous révéler sur cette journée qui n'a pas encore eu lieu, mais quand même 2 premiers résultats. D'abord, l'enthousiasme pour les doctorants CIFRE quand on a proposé cette action. En moins de 3 semaines, on a eu 110 excellentissimes dossiers, à tel point que l'école Advancia, qui est partenaire, s'est dit « Oh là là, il va peut-être falloir que je change mon équipe de coach ». C'est véridique. Et puis, une réponse de la part des entreprises. Alors, la Caisse des dépôts est partenaire, mais aussi Thales, Total, EADS, Altran, enfin, je ne vais pas tous les... Et donc, ça montre combien les entreprises qui sont partenaires des CIFRE sont aussi intéressées à ce que ces doctorants se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc, il faut qu'on se mette dans une posture où, très tôt, on leur dise pas il faut entreprendre, mais au moins on leur donne des outils de réflexion et des outils d'action, je rebondis sur ce qui a été dit, pour que cette petite voix intérieure se mature et finisse, ou non, par devenir se concrétiser. Peut-être un mot pour l'avenir, c'est avant tout de pouvoir faire entendre cette voix intérieure. Alors, j'aimerais bien, et en perspective, on aimerait, en fait, on a parlé d'IAE, on aimerait des IAE dédiés à l'entreprise innovante spécifique, enfin, dans une logique spécifique au doctorat. Merci beaucoup, Clarisse Angelier. Un mot que je... N'hésitez pas, n'hésitez jamais. Et un mot, mais ça c'est... l'ancien littéraire en moi qui parle, mais de préciser que dans tous vos dispositifs, les sciences humaines et sociales, mais parce que vous en parliez aussi, représentent à peu près 20% des CIFRE. Donc c'est pas rien. Hein. Il ne faut pas être en permanence dans l'idée que les CIFRE, la recherche n'est pas que scientifique au sens des sciences dures, elle l'est également au sens des sciences humaines. Voilà. Nadia Kamal, il vous revient le redoutable honneur de clore cette table ronde avant que je passe la parole à Michel Pébreau, Louis Vogel et Laurent Wauquiez, qui, comme chacun le sait, a un emploi du temps de ministre, c'est-à-dire un timing de ministre. Créalis, incubateur de Rhône-Alpes Ouest.
un incubateur, je pense que chacun voit en gros à quoi ça correspond. Vous proposez un accompagnement à la fois gratuit et personnalisé aux entrepreneurs tout au long de la concrétisation de leur projet de création d'entreprise innovante. Il faut que l'entreprise soit innovante. Vous allez nous dire quel type de projets sont accompagnés. Je donne quand même ce chiffre. Crealis, créé en 1999, 142 entreprises créées depuis, taux de survie à 5 ans, 72%. Donc, quelles sont les spécificités? Pourquoi ça marche, Crealis? Crealis, ça marche parce qu'on a été soutenu dès le départ par le ministère de la Recherche, et il faut savoir que les incubateurs publics, dits publics, ont été quand même lancés par le ministère de la Recherche, justement pour aider ces chercheurs qui avaient des belles idées, des belles technologies, des brevets dans certaines situations ou des savoir-faire dans le cas des sciences humaines et sociales, à créer leur entreprise sur leur savoir-faire. Au jour d'aujourd'hui, effectivement, nous sommes à 142 entreprises en quasi 11 ans, avec 72% de taux de survie à 5 ans, mais nous avons 50% de chercheurs, donc des personnes issues du monde de la recherche et fonctionnaires. Nous avons également 50% d'entrepreneurs, des personnes éventuellement en lien avec le MEDEF, qui ont désiré créer une entreprise en collaboration avec la recherche publique. Au jour d'aujourd'hui, ces créateurs ont une moyenne d'âge entre 30 et 40 ans en moyenne. Nous avons des plus jeunes, nous avons des personnes un peu plus expérimentées également. Et nous travaillons essentiellement avec l'ensemble des établissements de recherche publique, universités et grandes écoles de Saint-Étienne, Lyon et Bourg-en-Bresse. Ce sont les membres de Crealis, puisque Crealis est sous un format associatif, et nous avons des subventions de l'ensemble des pouvoirs publics afin d'accompagner au mieux ces porteurs de projets. Donc ces porteurs de projets sont effectivement accompagnés sur le plan financier, mais je pense que la valeur ajoutée, si vous me demandez, à mon avis, quelle est la force de Crealis, c'est l'accompagnement opérationnel au quotidien de ces créateurs, qui sont effectivement réalisés par des personnes, et ça rejoint les discours précédents, de personnes ayant eu une expérience en sciences dures, et une expérience en sciences, on va dire, humaines et sociales, type IAE. Comment vous les choisissez, les projets que vous soutenez? Il y a une sélection très très rugueuse, c'est compliqué d'avoir accès à Crealis? Ce n'est pas compliqué, on choisit essentiellement des hommes et des femmes, bien évidemment, mais on choisit des personnalités, comme beaucoup d'entre vous, je suppose, quand vous choisissez des personnes ou des salariés ou d'autres candidats. On choisit des personnes qui ont la volonté d'initiative, d'opportunité et qui ont une certaine ambition. Plus que le projet en lui-même, on préfère accompagner des personnes, entre guillemets, ambitieuses, avec des mauvais, entre guillemets, des moins bons projets, que des personnes pas très claires, avec d'excellents projets. Deux questions pour finir, mais sur des points qui ont été soulevés au tout début de l'après-midi lors des témoignages. Comme ça, on boucle la boucle. Il y avait quand même la question de l'argent. Alors, comment se répartit le risque financier? Parce qu'il y a toujours un risque financier, c'est la définition même. Le risque financier, c'est Crealis qui le prend, puisque ce sont sous un format de subvention ou d'aide remboursable. Il n'y a pas de prise de participation par les incubateurs publics, ce n'est pas possible également. C'est une aide sous format de subvention assez classique dans le cadre de la création d'entreprise. Et alors surtout, et ça c'était soulevé, c'était d'ailleurs très gentiment, parce que c'est pas toujours amusant de parler de ces petits échecs, ce que Anne Paul racontait en Allemagne, en disant au début on était trop ambitieux, on les accompagnait pendant 1 an dans leur création d'entreprise, maintenant c'est plutôt 3 voire 6 ans. Combien de temps vous accompagnez les porteurs? Combien de temps faut-il d'ailleurs en moyenne pour que les projets prennent leur envol? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ma collègue allemande, dans la mesure où il ne faut pas les laisser couver plus de 18 mois. Au jour d'aujourd'hui, Crealis a fait le choix de les accompagner durant 18 mois maximum, parce qu'autrement, on n'est plus dans une dynamique entrepreneuriale et de dynamique, on est plutôt dans un esprit rester là bien au chaud et on va attendre que ça passe. Donc on est plutôt, nous, sur du 18 mois, même sur des projets excessivement technologiques. Nadia Kamal, merci beaucoup. On peut vous remercier, y compris pour le caractère synthétique et convaincant de cette présentation. On va vous remercier toutes les trois. Comme vous le savez, on a pris un léger retard en début d'après-midi, mais on a laissé plus de temps que prévu pour les interventions entre les deux tables rondes, donc on ne va pas proposer d'intervention maintenant. On va d'ailleurs céder la place, vous le faites déjà, également céder la place pour cette conclusion successivement. Et je pense que vous allez faire ça sur le lutrin. Michel Pébreau qui va rendre compte un petit peu de